Et bonjour à tous, bienvenue sur The Money Show, le podcast qui parle d'argent, mais pas que. Les amis, j'espère que vous allez bien et que vous avancez dans vos projets. Aujourd'hui, j'ai 2-3 petites choses à vous dire. Première chose, je vous laisse aller voir mon compte Instagram. J'organise un petit jeu concours pour les 1 an du podcast et vous remercier de votre fidélité. Donc vous avez jusqu'au 28 février 19h pour y participer. Ensuite, petit retour sur le dernier épisode avec William. J'ai eu quelques retours positifs. Et ce qu'il en ressort, vous m'avez dit, c'est que William, il a une détermination de fou. Ça fait plaisir d'échanger, moi de mon côté, avec des gens comme ça, et surtout, ça met un bon coup de pied au cul. Donc William, si tu écoutes cet épisode, encore merci pour ton partage. J'aimerais aussi faire le point sur les plateformes d'écoute, parce que ça fait un petit moment que je ne l'ai pas fait. On est à 32 notes sur Spotify et 34 notes sur Apple Podcasts. Que des notes 5 étoiles, je précise. Donc merci encore, et je vous invite, si vous ne l'avez pas déjà fait, à le faire. Voilà, ça prend pas de temps, et moi, ça m'aide énormément au niveau du référencement. Concernant YouTube, parce que je suis aussi sur YouTube, vous pouvez me retrouver avec The Money Show Podcast. On est maintenant à 45 abonnés, je trouve ça incroyable. Donc continuez à vous abonner, continuez à liker ou commenter les vidéos. Et comme toujours, continuez à partager sur Instagram. C'est vrai que ça contribue énormément à développer le podcast. Voilà, ça le fait connaître. Et potentiellement, moi, ça peut me permettre d'aller chercher de super invités. Donc voilà. Et enfin, concernant l'épisode du jour, j'ai reçu Olivier, que j'ai rencontré il y a tout pile un mois au séminaire entrepreneuriat des gentlemen. Alors déjà, petit aparté sur, je le refais, mais sur les séminaires, sur les rencontres IMO, les apéros, etc. Pas hésiter, parce que voilà, on peut faire de superbes rencontres, potentiellement voilà, des associés, des amis, des personnes hyper motivantes et hyper inspirantes. Et là justement, je reçois Olivier qui a un parcours très inspirant. Vous allez voir, il a démarré sa carrière en tant qu'ingénieur, tout en essayant de créer des business en parallèle de son job. Et il a décidé de se lancer à temps plein dans l'entrepreneuriat il y a 5 ans, quasiment 5 ans, je crois que c'était en 2020 il me semble. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'il fait ? Il est marchand de biens et il est aussi franchisé de la société De Rente Compagnie, pour laquelle il gère des travaux clés en main pour des investisseurs. Donc il détaillera aussi, il a perdu un associé au long de son parcours, un associé qui était un ami, et il nous dira comment il a surmonté cette étape. Et moi j'ai trouvé son partage très inspirant, et surtout voilà, il a une grosse résilience. Donc je vous invite vraiment à aller écouter cet épisode. Et pour terminer, j'aimerais à nouveau le remercier pour sa participation. Et sur ce, je vous laisse avec l'épisode du jour qui, j'espère, vous plaira. Et bonjour à tous. Aujourd'hui, je reçois Olivier dans le podcast. Je suis très heureux de l'accueillir et je le remercie à nouveau d'avoir accepté l'invitation. Merci à toi, Romain. Bonjour à tous. Alors avec Olivier, on se connaît, ça fait 1 mois exactement. On s'est rencontrés au Mastermind Entrepreneuriat des Gentlemen Investisseurs. Donc, super rencontre et très content que tu sois là pour partager ton parcours. Donc, on va passer directement à l'interview. Olivier, j'aimerais que tu nous dises en 1 minute maximum, qui es-tu, quel âge as-tu et que fais-tu ? C'est dur ça, 1 minute. Alors, j'ai 36 ans. Je suis papa de 2 petits garçons qui ont 6 ans et 3 ans. Je suis maintenant entrepreneur. On va dire ça comme ça, multi-entrepreneur. Et j'ai un parcours d'ingénieur. Donc j'ai fait une école d'ingé. J'ai grandi à la campagne. Je suis parti à la ville faire des études, donc classe prépa, école d'ingé. Donc j'étais dans une école d'ingé qui m'a préparé à plutôt de la partie mécanique, conception mécanique. J'ai bossé pendant 10 ans dans l'aéronautique sur Grenoble où je vis actuellement, et j'ai démissionné de ce beau poste en or, cette belle prison dorée, il y a plus de 4 ans maintenant, pour monter mes boîtes, on va dire, parce que déjà à l'époque, quand je suis parti, j'avais déjà une première boîte qui tournait. Je faisais du coaching IMO. J'ai monté une boîte de e-commerce. J'ai monté par la suite une première boîte de marchand de biens. Et maintenant j'ai une boîte de rénovation et 2 autres boîtes de marchand de biens qui sont en cours de création, plus des investissements perso divers et variés, et en passant par un peu de reprise d'entreprise, du e-commerce, des choses qui ont marché, des choses qui n'ont pas marché.
Et puis voilà, aujourd'hui, je suis plutôt dans un écosystème immobilier. Euh, Ok. et, euh, et c'est dans ce cadre-là qu'on s'est rencontrés dans le cadre de l'entrepreneuriat, en quelque sorte. Ok. Bon, bah écoute, de toute façon, on aura l'occasion de rebalayer un petit peu ton parcours salarial et puis même ton parcours d'entrepreneur. Mais avant, j'ai 2 questions communes à chaque invité, Olivier. J'aimerais que tu nous dises si tu as une personne ou même plusieurs personnes qui t'ont inspiré dans ta vie, et si oui, pourquoi? Alors, il y en a plusieurs. Je t'avoue que j'ai un peu préparé les questions parce que j'écoute ton podcast depuis qu'on se connaît depuis un mois. J'ai un peu poncé tous tes épisodes. Nickel. Euh, En fait, comme beaucoup des invités, je vais dire mon père, mais aujourd'hui, ça a un écho chez moi, l'environnement dans lequel j'ai grandi, parce que mon père était entrepreneur. Et il avait Ok. une boîte de paysagiste. Ok. Il a fait 5 ans à l'armée. Il est parti de l'armée pour monter sa boîte de paysagiste parce qu'il voulait faire ça, alors qu'il n'était pas prédestiné à ça. Et du coup, bah, si tu veux, pour moi, le fait d'avoir son entreprise, même si il n'a pas eu un succès incroyable dans son entreprise, il a même eu des déboires. Il a commencé à avoir jusqu'à 10 employés, etc. Donc c'était il y a eu Ok. des galères. Euh, mais si tu veux, c'est pas le modèle de succès entre guillemets qui m'inspirait, c'est surtout le fait de faire des choses par soi-même, de pas être salarié. Donc si tu veux, moi, je viens pas d'une famille où les gens étaient salariés. Pas une famille où les gens ont fait spécialement des grandes études. Et Ok. donc aujourd'hui, je me rends compte que moi, j'étais parti dans une autre voie, faire des études. Bon, c'était plutôt, euh, plutôt, on va dire, par l'opportunité, parce que j'avais des bons résultats et on a dit, je vais faire des études, quoi. Mais je me rends compte maintenant que je partage beaucoup maintenant de points communs. En tout cas, je comprends ce que mon père vivait à l'époque avec son entreprise, etc., toutes les galères qu'il avait et tout ça. Donc j'avoue que maintenant, quand je fais le bilan, enfin pas que je fais le bilan, mais que je réfléchis à qui m'a inspiré, bah en fait mon père il ressort, mon grand-père aussi Ok. qui a vécu au fin fond de la Bourgogne, enfin qui a grandi au fin fond de la Bourgogne, qui a été vendu à une ferme pour ramener pour que ses parents touchent un peu d'argent sur son travail à lui, alors qu'il est pas si vieux que ça, tu vois, il a un Ah peu plus de ouais. 80 ans maintenant. Donc il a eu une enfance, tu sais vraiment, quand il te raconte, t'as l'impression que c'était il y a le siècle dernier, quoi. Et après il s'est engagé dans l'armée, il a fait le commando marine, il a fait toute sa carrière dans la marine. Et du coup maintenant aussi, tu vois, avec le recul, quand je vois ce qu'il a accompli et, et maintenant ce qu'il a transmis aussi, enfin à ses enfants et à ses petits enfants, la valeur du travail, la valeur un peu à l'ancienne, tu vois. Donc c'est vrai que ça m'inspire aussi et j'ai toujours il est toujours en vie, hein, mais j'ai toujours des citations, des choses qui sortent. Je peux pas forcément répéter là, ici, tu vois, mais des phrases qu'il dit qui des fois me font un peu, tu sais, me mettre un coup de pied au cul, même s'il est pas là, tu vois. Ok. Voilà. Et puis après, après des entrepreneurs, d'entrepreneurs à succès pour le coup, tu vois, j'aime beaucoup l'histoire de Bernard Tapie. Ouais. Je sais pas, on en reparlera peut-être, mais c'est incroyable. Je trouve la résilience qu'il a eue, tout ce qu'il a pu faire, tout ce qu'il a essayé. Yann Darwin aussi, qui était Ok. pas le tout premier que j'ai suivi dans l'immobilier, mais au final un des premiers. Tu vois, à l'époque, il y avait du Olivier Seban, des choses comme ça, et puis Yann Darwin, quoi, qui était là avec son guide du meublé, là, du loueur meublé. Et quand je vois maintenant ce qu'il fait avec Green Bull, etc., je trouve ça incroyable, quoi, Mm. Carrément. d'avoir pu scaler comme ça et monter au niveau où il est. Et puis quand même, j'ai aussi moi beaucoup d'appétence pour la musique, plutôt musique électronique, mais la musique en général. Et il y a une personne qui m'inspire beaucoup, même si aujourd'hui il est on a assez peu d'infos sur lui, en tout cas, il fait assez peu d'interviews, etc. C'est Sofiane Pamar, qui est un Ok. pianiste qui est ami avec Oussama Hamar. Ok. J'ai découvert ça un peu après. Enfin, Oussama Hamar en parle, mais quand j'ai commencé à m'intéresser à Sofiane Pamar, je savais pas qu'il était ami avec lui. Et ce mec-là est incroyable parce qu'il a révolutionné les codes de la musique classique. Il fait du piano, c'est un pianiste classique. Ok. Et en fait, il a fait énormément de morceaux avec des rappeurs. Il vient un peu des cités, ou en tout cas, tu vois, d'endroits où a priori tu fais pas de la musique classique. Et il a appris tout seul. Il a pas fait le conservatoire, il a appris tout seul. En fait, c'est un virtuose et ce mec-là est incroyable. Son histoire, enfin, ce qui dégage, ça m'inspire énormément. Et j'adorerais, par exemple, tu vois,
Je fais un appel ici, si jamais un jour écoute ce podcast, j'adorais rencontrer ce mec, quoi. Vraiment, et lui parler, comprendre comment il a fait pour arriver là. Alors, je sais, hein, des éléments, c'est le boulot, tu vois. Il a Mmh. bossé, le peu d'interviews qu'il fait, il dit, il a bossé, quoi. Il bosse. Et ce OK. mec-là, il a révolutionné même même le monde du rap, tu vois. Il a fait énormément de featuring avec des rappeurs. Il fait des featuring il fait des albums en commun avec des mecs qui font de la musique électronique. Enfin, il touche à tout et il va dans tous les domaines. Il a pas de frontières, tu vois. Il sort pas de frontières. Donc voilà un OK. petit peu les gens qui m'ont inspiré ou qui m'inspirent actuellement. OK, bah, écoute, en découle les questions suivantes. Enfin, la question suivante, c'est un peu lié à ça. Les valeurs auxquelles tu tiens, des valeurs qu'on t'a transmises ou que tu as appris tout au long de ton parcours? Alors, j'ai une valeur aujourd'hui qui ressort vraiment quand je me pose la question, c'est la fiabilité. Et quand je dis fiabilité, c'est pas le mec qui arrive à l'heure et tout, ça je m'en tape. Moi, je suis hyper nul à ça, j'arrive toujours en retard, par exemple. Mais la fiabilité, c'est pour moi, comme je l'entends quand je dis que c'est une valeur qui me tient à cœur, c'est d'être là quand il y a besoin, tu vois, OK. et de savoir se soutenir. Et pour moi, être fiable, c'est être, tu vois, le jour où il y a une merde, que le mec sur qui tu comptes, la nana sur qui tu comptes, soit là pour pour faire ce qu'il y a à faire en fait, pour se remonter les manches, pour faire le taf. Et aujourd'hui, ça me touche parce que j'ai notamment un associé avec qui on est en train de se séparer, en plus ou moins bon terme, mais enfin en bon terme même, mais qui m'a beaucoup déçu sur ce côté-là, cette fiabilité, tu vois. OK. Euh, et euh, et aujourd'hui, je pense que je le mets en top 1, tu vois, dans les valeurs en fait, euh, dans le choix de mes associés ou dans les choses que je veux vraiment voir chez les gens avec qui je travaille, euh, c'est la fiabilité, quoi, ou même dans le côté Fiabilité. perso. OK. Fiabilité, franchement, je ça devient, je pense, primordial pour moi. Euh, une autre chose que j'apprécie beaucoup et qui en fait et quand cette chose-là n'est pas là, ça peut m'agacer fortement, c'est l'ouverture d'esprit. OK. Tu vois, Ouais. le fait de rester, euh, de pas avoir l'ouverture d'esprit, de pas prendre du recul, de pas se dire bah oui, il y a ça qui passe à la télé, ou on m'a dit ça, ou j'ai cette idée-là, et tout ce qu'on va me dire qui sort de cette idée-là, qui s'éloigne de cette idée-là, je me borne et j'écoute même pas. Tu vois, ça me révolte maintenant, tu vois. Et tu le trouves beaucoup. Bah, j'ai des amis de longue date, etc., où en fait tu vois que tu prends pas les mêmes chemins, et avec des gens qui tu peux pas discuter avec eux, quoi. Pas discuter OK. avec eux. Là, l'ouverture d'esprit, c'est vraiment une valeur qui me tient à cœur, et de pas ouais, de pouvoir avoir la lucidité, de prendre du recul et de dire peut-être que ce que je pense ou ce qu'on m'a dit, etc., ça peut peut-être ne pas être vrai, ou en tout cas, je peux au moins me poser la question, quoi. Tu vois, au moins se C'est dire, ça. se poser la question. J'ai pas forcément la science infuse, mais voilà, je vais Ouais, aussi voir ailleurs ce qui se fait ouais. et on se Et la dernière valeur, c'est l'ambition. Voilà. et l'ambition. Ça, c'est ce que bon, des gens qui travaillent avec moi ou pour moi, euh, c'est pas un critère primordial pour que je parle à quelqu'un, tu vois. Mais par contre, quelqu'un avec qui je vais vraiment matcher, c'est quelqu'un qui a de l'ambition. Clairement, quelqu'un avec qui je veux m'associer pour des gros projets. L'ambition, ça me touche aussi. Et moi, je considère que j'en ai peut-être un peu trop, que je parle un petit peu trop, mais en tout cas, c'est vraiment voilà, l'ambition, c'est vraiment quelque chose que je valorise de plus en plus parce que je pense que c'est comme ça que t'avances, quoi. OK. Bon, bah, écoute, hyper intéressant. Maintenant un petit peu, alors tu l'as touché du doigt tout à l'heure, tu disais que tu été salarié, tu as été, ingénieur, c'est ça? Donc Ouais, tu as suivi quoi? Tu as fait un bac S, je suppose, non? Pas ouais, j'ai forcément? fait un bac S, alors classique. J'avais des bons résultats au collège, etc. Et puis on dit bah voilà, bac S, c'est ce qui t'ouvre le plus de portes. Bon, je considère que j'ai toujours été ultra nul en maths, par exemple. Mais c'est un truc, je suis vraiment, je pense vraiment que je suis foncièrement nul. Donc je sais pas à quel moment ça bat, mais si tu veux, bon, c'est quand t'as des bons résultats, en gros, bon, voilà, on te dit bac S, voilà, ok, donc bac S. Après on te dit bah t'as des bons résultats, donc bah prépa, voilà. Dans ma famille, personne n'a fait de prépa, mais tout le monde idéalisait la prépa, donc tu dis bah ouais, si tu peux faire une prépa, fais une prépa. Les profs pareil, donc je suis parti en prépa. Euh, j'ai quand même
choisi donc prépa scientifique, hein, j'ai quand même choisi la prépa un peu la filière des glandeurs, tu vois. Donc c'est physique techno, Ok. physique techno sciences d'ingénieur. Donc t'as classe prépa scientifique, t'as spécialité maths, spécialité physique et spécialité sciences d'ingénieur. Sciences d'ingénieur, c'est le dessin technique, c'est les calculs de force et machin. Voilà. Et moi, je suis parti là-dedans et c'est réputé un petit peu pour être la branche la moins difficile, avec le moins de compétition, etc. Et c'est vrai en plus, Ok. c'est carrément vrai. Euh, et je suis parti là-bas. Alors, je sais plus. Ouais, parce que les sciences d'ingénieur, ça me plaisait beaucoup, notamment le dessin technique, etc. Tu vois, dessiner des pièces, tout ça. Donc ça, je suis parti. Je me suis dit ok, je vais faire une prépa, mais au moins je fais un truc qui me plaît un peu et où c'est pas trop compliqué, quoi. Voilà. Ok. Et voilà. Ah putain, énorme. Moi, j'ai fait bac S option sciences de l'ingénieur. Donc, j'en ai Ah bah voilà. bouffé les calculs de force, les schémas électriques et tous ces machins. Moi, Et j'aimais ben pas. ouais. J'étais pas mauvais, mais j'aimais Ah ouais. pas. Ah, moi en fait, je pense le déclic il a été au moment où il fallait choisir entre SVT et sciences d'ingénieur. Bah, c'est ça. SVT, j'étais nul. Alors qu'il y a très peu de lycées où tu peux faire sciences d'ingénieur. Donc moi je me souviens, les sciences d'ingénieur, on le faisait pas dans le lycée où j'étais. Ok. J'étais à un lycée sur Marseille parce que moi je suis originaire du sud de la France et j'étais parti en lycée privé sur Marseille. Euh, et je crois que sciences d'ingénieur, il fallait que quand tu avais les cours de sciences d'ingénieur, on partait à pied et on avait un quart d'heure de marche pour aller dans un autre lycée où ils faisaient les sciences d'ingénieur. Mais moi c'était hors de question de faire de la SVT, tu vois. À l'époque, enfin ça doit toujours être, mais tu sais les trucs d'étudier les cailloux et tout, je me disais mais jamais de la vie. Et quand j'ai compris qu'il y avait un autre truc qui était de faire des calculs d'efforts, de machin, dessiner les pièces, j'ai dit je veux faire ça. Et après du coup, j'ai dit maintenant que j'ai fait ça, je veux absolument faire ça, continuer à faire ça et faire ça en option du bac, parce que c'était les deux options. T'es pas obligé de faire ça après au bac, je crois, je sais plus moi. Mais ça m'a vraiment plu et du coup j'ai dit je veux faire ça et je veux absolument faire ça aussi dans la classe prépa, quoi. Enfin en classe prépa, je voulais absolument faire cette option-là. Et ça a été galère parce que je voulais aussi suivre un petit peu les traces de mon père et de mon grand-père et éventuellement faire un lycée militaire. Sauf qu'en lycée militaire, il y avait pas cette option-là. C'était Ah non. soit maths, soit physique. Donc, Ok. j'ai dit, je fais pas, quoi. Ok. Et j'ai dit, je vais faire. Heureusement, parce que je pense que j'aurais été largué complètement, parce que en fait, j'avais des bons résultats, mais j'étais un mauvais élève, je pense, tu vois. Enfin, jamais aimé l'école, quoi. Et donc, heureusement que je suis pas parti en maths ou en physique, parce que sinon, je serais jamais sorti de là-bas, hein. Donc, voilà. Ok, donc du coup, ouais, prépa, après école d'ingé, et puis derrière, 10 ans ingé, c'est ça? 10 ans ingénieur? Ouais, je suis parti en école d'ingé sur Grenoble, du coup. Ouais. Alors l'histoire elle est con, hein, c'est que moi j'étais boursier à l'époque parce que Ok. je m'étais détaché de du foyer fiscal de mes parents, pas parce que je m'entendais pas avec eux, mais parce que je voulais être indépendant, tu vois. Donc j'étais boursier, ça me payait mes études, je bossais à côté l'été avec mon père sur les chantiers, etc. Euh, bref, et du coup j'étais boursier et donc l'inscription en école d'ingé, ça, dans les concours là, ça coûtait rien, ça coûtait zéro dans 99% des écoles. Donc moi, j'avais Ok. tout coché, tu vois. J'avais tout coché. Je m'étais dit, de toute façon, on verra bien dans laquelle je suis prise. Voilà. Et au moment où il fallait choisir, je me suis dit, bon, allez, quand même, je vais regarder la liste, je vais regarder qu'est-ce qui m'intéresse, quoi, tu vois. Et je vois une école trop bien à Grenoble. Et j'ai dit, bon, bah, écoute, je vais faire cette école-là. Et bien sûr, c'est vrai, c'était dans les deux ou trois écoles où il fallait payer l'inscription. Mais Oh c'était putain. un coût, c'était rien, c'était 20 balles ou 30 balles, tu vois. Mais j'ai dit, bah, ces deux ou trois-là, je les paye pas, quoi. Et tant pis. Et je te jure, j'ai vu cette école. J'ai dit, c'est ça que je veux faire. Donc, c'est l'école de Grenoble INP, justement, euh, qu'est-ce que c'était, c'est tout quoi le nom. Enfin bref, on faisait de la conception mécanique et de l'industrialisation, quoi. Donc, ce qui me plaisait. Euh, et en fait, je pouvais pas m'inscrire parce que, enfin, je pouvais pas postuler parce que je m'étais pas inscrit. Et du coup, je suis quand même allé à Grenoble. J'ai fait une autre école du groupe Grenoble INP et j'ai rattrapé après la filière qui m'intéressait en deuxième et troisième année. Tu vois, parce que du coup, je pouvais en Ok. passant par une autre école, je pouvais après aller dans cette école qui m'intéressait. Et voilà, du coup, je suis parti à Grenoble, dans le Grand Nord, tu vois, parce que dans mon village, enfin, moi, je considère que je suis dans le Nord, mais dans mon village, tu vois, la limite, c'est Avignon, quoi. Avignon, c'est le Nord, donc moi, je suis parti, voilà. Dans le Je Grand suis parti Nord. comme ça en école d'ingé et j'ai fait
Alors en réalité, après l'école d'ingé, je suis retourné 1 an dans le sud, dans une petite start-up qui faisait de la robotique à Sifour-les-Plages, à côté de Ok, Toulon. ouais, je connais, ouais. Et bon, premier licenciement économique au bout d'1 an. Bon, c'était pas prévu, mais c'était partie du jeu, quoi. Et du coup, je suis remonté à Grenoble parce qu'en fait, dans le sud, il y a pas beaucoup de taf pour les ingés en mécanique. Et du coup, je suis remonté à Grenoble et j'ai bossé chez Air Liquide, dans une Ok, filiale d'Air Liquide d'accord. qui fait de l'aéronautique et du spatial. Et donc, j'ai bossé dans l'aéronautique et la défense euh, pendant 10 ans. Voilà. Je sais pas comment j'ai fait pour rester 10 ans, mais je suis resté 10 ans à ce poste. Enfin, à ce poste, j'ai changé un peu de poste, mais je suis resté 10 ans chez Air Liquide. Ouais. Ok, et du coup, pendant ces 10 ans, est-ce que tu as investi dans l'immobilier locatif ou est-ce que tu t'es lancé en premier dans l'entrepreneuriat? Alors, moi, je peux pas dire que toujours fait de l'entrepreneuriat, mais j'ai toujours bossé. Ok, J'ai toujours bossé quand j'ai toujours bossé sur les chantiers avec mon père pendant les vacances scolaires. J'ai fait de l'intérim, j'ai tout fait en intérim, de la peinture industrielle, du tri postal, enfin des conneries d'intérim quoi. J'ai toujours bossé, même quand j'étais en école d'ingé, j'ai bossé, j'avais toujours 2 ou 3 jobs en même temps, livreur de pizza, je faisais les permanences à la bibliothèque universitaire, j'ai été magasinier dans des magasins de fringues. J'ai toujours bossé à côté et en école d'ingé et même après chez Air Liquide, dès que j'avais une opportunité de rejoindre quelqu'un qui lançait un projet, etc. Du coup, si tu veux, j'ai fait 2-3 petits bricoles. J'ai lancé une marque de coque d'iPhone avec quelqu'un, avec un mec, ok, un entrepreneur chevronné qui cherchait un quelqu'un qui faisait de la conception mécanique. Tu vois, j'ai toujours participé à des petits projets comme ça. Et euh, et du coup, si tu veux, l'entrepreneuriat, c'était, comme je te dis en plus, avec les histoires familiales entre guillemets, c'est quelque chose qui me faisait pas peur, quoi. Et je sentais bien que j'étais pas à ma place ouais, en tant que salarié, j'avais aucun pas salarié. assez de liberté. Euh, dès le début, j'ai senti qu'il y avait un truc qui collait pas. Et donc, j'ai commencé à chercher bêtement, comme tout le monde, enfin comme tout le monde, comme tous les gens qu'on rencontre dans des séminaires d'entrepreneuriat ou d'immobilier, comment gagner de l'argent, machin. Et puis je tombe sur l'investissement IMO. Dans ma famille, il y a eu quelques investissements IMO un peu ratés, tu sais, les studios à Marseille qui sont squattés avec les mecs qui payent Oh plus, putain, et trucs comme ça. Bon bref. au top. Et du coup, moi, j'ai compris qu'on pouvait faire quelque chose et j'ai dit je vais commencer à investir. À l'époque, ma compagne de l'époque voulait qu'on ait une résidence principale. Donc, si tu veux, le deal, c'était de dire, bon, bah, on fait la résidence principale. J'avais déjà les bons réflexes, donc on fait attention à ce qu'on fait, on s'endette pas trop. Et après, on enchaîne, quoi. Donc, autant te dire que quand la résidence principale était signée, le lendemain, je cherchais des immeubles à acheter, tu vois. Au taquet. Donc j'ai commencé à faire de l'investissement immobilier. J'ai fait un premier immeuble de 5 lots et par la suite une colocation Ok, à Grenoble. J'ai lancé une SCI avec un associé, mon maître d'œuvre qui m'a fait mon chantier sur Grenoble. J'ai lancé une ok, SCI pour faire une grosse coloc avec changement de destination et compagnie. Euh, et là, du coup, là, je passais clairement la moitié de mon temps à chercher des trucs sur le Bon Coin et à gérer mes chantiers et tout en cours, alors que j'étais toujours salarié, quoi. Je sais pas si la prescription ou pas, ouais. C'est des bêtas de prescription. Ils peuvent peut-être encore venir me chercher pour que je rembourse les salaires. Non, mais du coup, ouais, clairement, là, j'étais déjà mordu du truc. Et en fait, j'ai traîné. Moi, j'ai fait des formations en ligne, la colocation, machin, et je suis rentré dans un peu des cercles d'investisseurs et de formateurs. Et du coup, j'ai été coach pour un formateur, pour Florent Fouque. Alors, sa formation s'appelait le collectionneur à l'époque. Maintenant, il l'a retiré, il fait plus ça. Mais et j'ai commencé à animer des groupes d'investisseurs. Et puis, à un ok, moment donné, il y avait l'opportunité de faire vraiment du coaching, enfin de l'accompagnement clé en main, la bonne époque de l'accompagnement clé en main. J'ai euh, j'ai réfléchi soit à faire ça, soit à rejoindre Projet Locatif, qui est un groupe, je sais pas si tu connais, ouais. enfin, C'est c'est bleu, des c'est ça investisseurs. l'enseigne? Non? C'est bleu Ouais, ciel? Ouais, ouais, exactement. C'est des espèces, enfin, des chasseurs IMO qui s'adressaient uniquement aux investisseurs, immeubles de rapport, etc.
j'ai un peu hésité entre les deux. Puis je me suis lancé plutôt sur la partie accompagnement. J'ai monté une structure pour faire de l'accompagnement, mais j'étais toujours salarié. Et en fait, Ok. quand j'ai vu que j'avais mes 2 premiers clients et que en ayant 3, 4 clients en plus, je pouvais remplacer mon salaire. Là, je suis parti. C'était décidé, quoi. Tu t'étais C'était structuré, décidé. t'étais en société, c'est ça, ou t'étais en auto pour le clé en main? J'avais monté une société. T'avais monté une boîte. Ok. J'avais monté j'ai toujours d'ailleurs, la SASU qui fait ça, ouais. Ouais. Ok. Euh, ouais. En fait, pour être chez Projet Locatif, c'était agent IMO, c'était agent co, donc là c'était auto-entrepreneur. Donc j'ai commencé avec ce statut-là, mais très brièvement, et j'ai tout de suite basculé sur la partie accompagnement. Et donc j'ai monté ma boîte alors que j'étais encore salarié. Et voilà. Et après, quand j'ai vu que je pouvais faire ça, j'ai j'ai trouvé le moyen de partir avec le chômage, quoi. Et t'as fait ça combien de temps? T'as cumulé les deux combien de temps? Ça peut être intéressant, tu vois. Alors c'est une bonne question. J'ai une très mauvaise mémoire des dates, etc. Donc c'est Ouais. ce genre de questions, ça me met vraiment en difficulté. Donc si tu peux ne plus m'en reposer. Non, je rigole. Non, mais vraiment, j'ai une très très mauvaise mémoire des dates et je dis souvent des conneries quand je donne des euh, des périodes ou des dates, tu vois. Ok. Donc je sais pas te dire, mais franchement, c'était pas beaucoup, hein. Ok. C'était C'était, juste je pour dirais, savoir au niveau de ton orga comment tu fais, comment tu ouais. as fait en fait pour avoir les deux sur une courte période, courte ou Ouais, moyenne. je dirais que c'était un coup de 6 mois, quoi, hein. Puis il y a le Covid au milieu en plus, tu Ok. vois. Bon, donc je dirais que c'est un coup de 6 mois, mais comme je te dis, après ça se trouve c'était 1 an, ça se trouve c'était 2 mois, je sais pas. Non, c'était certainement un truc genre 6 mois, quoi. Le temps de Ok. trouver les premiers clients, le temps de commencer des projets, suivre des chantiers, etc. Et le temps de dire bon bah en fait il suffit que j'en ai 2 ou 3 de plus et c'est bon, je peux au moins m'appuyer sur cette activité-là. Ok. Donc du coup, c'est à ce moment-là où tu as démarré ton activité de. Donc en fait, dans l'ordre des choses, tu as fait du locatif. Après, tu Mmh. as fait de l'accompagnement clé en main, chose que tu fais toujours Mmh. à l'heure actuelle. Oui. Et ensuite, on en parlera après, mais est-ce que c'est après que tu t'es lancé en marchand? Ou c'est Oui, oui, bah quasi c'est en même temps? si tu veux quand j'ai démissionné, Ouais. c'était à la bonne époque du CPF encore. Ok. Donc j'ai pris une formation de marchand de biens, celle de Yoni le marchand de biens pour ne pas la Ah, citer. Yoni, ouais. Ok. Et j'ai pris cette formation-là avec mon CPF, quoi. Ok. Parce que je me suis dit de toute façon, je sais plus, me demande plus où j'avais entendu l'histoire de marchand de biens, mais je me disais de toute façon, vu que je prospecte énormément, que je commence déjà à faire de la division du changement de destination pour des projets locatifs, si tu veux, je me disais bah en fait, marchand de biens, bah c'est la continuité logique de ce que je fais, quoi. Et c'est un complémentaire avec l'activité de d'investisseur locatif et même avec l'activité d'accompagnement, tu vois. Ok. Bon, bah écoute, on va clore le sujet locatif. Du coup, à l'époque, en fait, tu étais en CDI. Est-ce que tu as réinvesti depuis ou pas, depuis que tu es à ton compte en locatif? Alors, très bonne question. Moi, ça fait maintenant 4 ans et demi, hein, Ouais, que que tu es que j'ai lancé. démissionné. Et en fait, j'ai pas réinvesti parce que je suis plus trop bankable là Ok. depuis 4 ans, parce que j'ai eu plusieurs sociétés, j'en ai créé des nouvelles, j'en ai fermé plus ou moins par la force des choses. Et donc du coup, si tu veux, aujourd'hui, aller présenter un dossier bancaire, bah, Pas dans l'immédiat. L'idée, c'est de vraiment consolider tes boîtes pour mmh, derrière, ouais. pourquoi pas Et rempiler. et je pensais que ça allait arriver plus vite que 4 ans, mais Mmh. en réalité non, parce que marchand de biens, on en parlera, marchand de biens, en fait, tu peux pas te tirer de revenus réguliers. Ma boîte d'accompagnement, pareil, j'avais pas assez de volume pour tirer un revenu régulier. Les autres activités, les autres aventures, e-commerce, etc. Là, ça a été des trucs qui ont un peu du bricolage, donc voilà. Et aujourd'hui, je commence à peine à me reverser un vrai salaire avec ma société de rénovation clé en main. Je commence à peine à me verser un salaire qui va me permettre d'ici quelques mois de dire voilà, alors regardez, je me verse le strict minimum, enfin tu vois, voilà. Mais au moins j'ai un salaire fixe. Et puis j'ai des boîtes qui commencent à avoir un peu d'antériorité aussi. Ok. Voilà. Mais sinon, ouais, sinon pas d'investissement, pas en direct. Ok. Donc ouais, si je fais bien le calcul, un immeuble de 5 lots, tu as acheté en locatif et 2 Ouais, colocations, c'est ça? ouais, c'est ça. Et 2 colocs. C'est Ok. ça. Dont une qui est en SCI, quoi. Dont une qui est en SCI, ok. Tu sais ce que ça représente à peu près en patrimoine brut ou pas? Au
à grosse maille. En patrimoine brut, on est sur les deux premiers biens, donc l'immeuble et la colocation. C'est Ouais. marrant parce que c'est pas du tout le même type de produit, mais c'est exactement les mêmes budgets. Ok. Enfin, tu sais, le projet pour. Alors moi, j'ai investi à Annonay, dans un immeuble de rapport à Annonay, et dans une colocation 4 chambres à Grenoble. Mes deux premiers biens. Et c'était le même budget, quoi. C'était un coût de 160 000 ou 170 000 par projet, quoi. Ok. Dans un, t'as 5 lots, donc 4 T2 et un local commercial, et dans l'autre, t'as une colocation avec 4 chambres, quoi. Tu vois. Euh, ça, c'est assez marrant pour le souligner. Mais du coup là, c'est du en patrimoine brut, pardon, c'est du 200 000 par bien. Et la SCI, enfin le bien dans la SCI doit être un peu plus de 150. Donc ça fait du 650, tu vois, quelque chose comme ça. C'est beau ça. Ok. Bon, Voilà. bah écoute. Et donc là, ok pour le sujet locatif. Et maintenant pour le sujet, on va dire clé en main. Clé en main, du coup, pourquoi t'as rejoint en fait cette compagnie-là plutôt qu'une Euh, autre? ouais, alors donc la compagnie, c'est Dorant Compagnie Ouais. sur la rénovation clé en main. Donc bon, déjà c'est une opportunité. En fait, il y a beaucoup de choses enfin, je déclenche beaucoup sur des opportunités. Donc, je rencontre un des cofondateurs, donc William Costa pour ne pas le citer, dans un événement du CDR, je crois, du Club Ah des ouais. Ok. Rentiers, un truc comme ça. Club des Il fait rentiers. une Ouais. présentation. Il explique son parcours, le fait qu'il fait du locatif, qu'il a plusieurs boîtes, qu'il fait un peu de reprise d'entreprise, qu'il a des enfants, machin, etc. Et moi, je me dis, ok. Ce mec-là, il est un peu plus vieux que moi, mais en fait, j'ai énormément de points communs avec lui. Euh, et du coup, j'avais pris le truc VIP, je sais plus. Bref, j'ai fait le repas on était une vingtaine, quoi, à avoir le repas, truc. Et puis tout le monde prend la parole. Et puis moi, je prends la parole et je dis, ben voilà, en fait, je suis content d'être là, machin. Je me retrouve vachement dans le parcours de William, ça m'inspire, tout ce qu'on a vu là, etc. Bon, je sais plus ce que je dis. Voilà. D'ailleurs, ça avait été un bon exercice. J'avais parlé à cœur ouvert devant des personnes que je ne sais pas, tu vois. Je m'étais dit, on y va. Et donc je suis ce mec-là sur les réseaux et puis je vois qui cherche, il dit on cherche des franchisés. Mais je savais même pas ce que c'était. Je sais même pas dans quel domaine, tu vois. Au début, je croyais parce qu'il a d'autres activités, lui, notamment dans la chasse IMO. Je pensais qu'il était là-dessus, tu vois. Et je lui dis, oh, je suis intéressé. Je lui dis, on s'est rencontré au truc, c'est moi qui t'ai venu te parler, machin, je suis intéressé. Et il me dit, ouais, mais c'est pas du tout sur la partie chasse IMO, c'est sur un nouveau truc de rente compagnie, machin, on fait des travaux clés en main. Je dis, oh, bah, ça m'intéresse aussi. Et du coup, je me retrouve à discuter avec les autres cofondateurs, etc. J'étais dans les premiers dans le process de recrutement, tu vois. Je crois même que j'étais le tout premier qui prenait en visio tous les trois cofondateurs. J'étais le tout premier candidat quoi qui prenait en visio. Et et du coup, bah, tout ça pour te dire, c'est une opportunité. C'est vraiment de dire, bah, je vois passer un truc, je sais pas ce que c'est, ça m'a l'air bien. Le mec, j'avais Tu bien l'as accroché senti, avec ouais. la personnalité. J'ai dit, bah, on y va quoi. On y va. Je le contacte, savoir ce que c'est quoi. Et du coup, bah, il s'avère que j'ai trouvé beaucoup de points communs avec avec la partie accompagnement que je fais déjà, avec la partie IMO que je maîtrisais, la partie technique en tout cas sur l'optimisation des biens, le changement de destination, etc. Et par contre, avec un petit challenge sur la partie technique, gestion des artisans, etc. Tu vois. Et même gestion technique du truc, parce que moi j'ai accompagné pas mal de personnes dans leurs travaux, mais j'ai pris des gens qui savaient faire du placo, etc. Mais je me suis jamais posé la question de concrètement qu'est-ce qu'il fallait commander comme placo, qu'est-ce qu'il fallait commander comme fenêtre, qu'est-ce qu'il fallait comment on faisait la plomberie, etc. J'avais un cahier des charges un peu sommaire et les mecs ils faisaient les chantiers comme ils devaient le faire quoi. Et je me suis dit bah c'est une bonne opportunité pour euh, scaler sur mon activité d'accompagnement parce que moi je faisais de l'accompagnement clé en main donc avec un statut un peu bancal. Euh, euh, et je pouvais pas avoir d'équipe, je pouvais pas, j'avais pas de garantie décennale, etc. Parce que c'est pas moi qui gérais les travaux tout de suite, je faisais juste Ok. du suivi de travaux. Et j'ai vu vraiment l'opportunité d'avoir un cadre juridique très cadré, de dire bah voilà, maintenant c'est une entreprise de travaux, je fais que des travaux, j'ai des assurances pour ça et je fais que ça. Et surtout l'opportunité d'aller développer une équipe. Donc là, j'ai des chargés d'affaires, j'ai un conducteur de travaux, j'ai une assistante.
j'ai des sous-traitants, mais développer une vraie équipe qui va travailler pour moi entre guillemets, ou qui va en tout cas me permettre de faire de la croissance et de décorréler mon temps, enfin le fameux, tu vois, le truc. Alors, on n'y est pas encore du tout, mais en tout cas, l'objectif c'est ça. Et du coup, tout en utilisant aussi des process, parce que c'est une franchise, donc donc je suis franchisé de Dorant Compagnie, donc ils ont développé cette franchise. Et ben l'intérêt de la franchise, c'est d'avoir des process déjà écrits, d'avoir des gens à qui poser des questions quand tu as besoin, d'avoir un logiciel qui permet de faire des préchiffrages, qui permet de suivre le, le la partie financière, suivi du chantier au niveau D'accord. financier, Ok. de préparer tes commandes, etc., etc. Donc ça, et puis rejoindre un réseau avec tout ce qu'il y a de prescripteurs qui nous amènent des clients, de visibilité au niveau national avec la marque de rente compagnie, etc. Donc voilà, donc c'est juste une opportunité. J'ai pesé le pour et le contre. C'est arrivé dans un moment dans ma vie où j'avais besoin, je pense, d'avoir une nouvelle activité. J'en avais déjà quelques-unes, mais je sentais qu'il y avait un truc qu'il fallait enclencher. Et puis voilà. Après, ça a été donc c'était ouais, effectivement un moment où je me cherchais un petit peu parce que j'ai une séparation avec la mère de mes enfants, quelques aventures entrepreneuriales qui n'ont pas forcément bien marché. Enfin voilà. Du coup, ça a été tout un euh, toute une comment on dit, une espèce de concours de circonstances qui a fait que Qui ont fait que j'ai l'argent. enchaîné les rendez-vous, etc. Et puis j'ai pris ma décision de rejoindre ce truc-là pour vraiment rentrer à fond dans l'écosystème immobilier, parce que je commençais à m'éparpiller un petit peu avec du e-commerce, etc. Et là, ça m'a permis de me recentrer aussi. Et puis voilà, de tenter un nouveau truc aussi, parce que c'est nouveau pour moi de d'avoir des gens dans mon équipe, d'avoir des employés, d'avoir une vraie structure avec plusieurs personnes dedans, de gérer des contrats de sous-traitance, de gérer des appros, des machins, et de vraiment chercher des clients. Ça, c'était aussi assez nouveau, enfin, sur la Et ben façon dont on le fait. c'est justement ça faisait partie des questions que j'avais. Parce que du coup, tu disais, toi, tu fais pas de chasse, tu fais que la partie travaux, c'est ça? Ouais, alors, En fait, chez De Rente concrètement, mmh, tes clients, comment tu les trouves? Qui sont ouais. tes clients? Et en fait, comment tu fais tes affaires? Alors, là, ça va être la partie un peu pub pour De Rente Compagnie, du coup. Ouais, Mais, vas-y. en fait, la spécificité qu'on a, pardon, la spécificité qu'on a, c'est que on propose des projets aux clients. On n'attend pas qu'un client vienne nous voir en disant: «J'ai un bien à rénover». Ah, en fait, tu trouves Heu, tes projets et derrière, en fait, tu as déjà le c'est chiffrage, ça, machin, et cetera. Tu as juste à trouver quelqu'un qui potentiellement est intéressé par ce projet-là. exactement. OK. En fait, ce qu'on aime bien dire, c'est que, nous, notre marketing, c'est de dire à l'investisseur: «Regarde, il y a ça à acheter. Si tu l'achètes, moi, je sais te le diviser, je sais te le transformer en tant de lots, je sais faire une colocation, je sais machin, et je sais te le faire, des travaux de A à Z, démolition jusqu'à l'ameublement, la déco, et cetera. On OK. livre les trucs finis, meublés, voilà, habitables, quoi, enfin louables en l'état. Et du coup, nous, notre objet marketing, c'est pas, ça c'est Mathieu Gillette, qui est le fondateur de Rente Compagnie, il dit: «C'est pas, on n'a pas des camionnettes avec marqué de Rente Compagnie dessus, on s'en fout». Parce que nous, ce qu'on fait, en fait, c'est qu'on va voir l'investisseur, on lui dit: «Regarde, il y a un truc rentable qui est là, moi, je peux te faire les travaux. Si tu es OK, en fait, fais ton boulot d'investisseur. Enfin, le seul boulot qu'on te demande, c'est d'aller acheter le bien. Tu te débrouilles, tu vas acheter le bien. Et nous, par contre, derrière, quand on récupère les clés, on te fait une division avec 4 lots, on te fait une coloc 4 chambres, on te fait 3 studios, un T2, on te fait une love room, enfin voilà, ce qu'on lui a présenté et ce qu'il a validé avec nous. Et OK, et du coup, ça fait partie de tes missions aussi d'aller chercher ces biens, ou c'est au sein des équipes que voilà, qu'il y a des personnes qui vont trouver des biens? Toi Non, non, toi c'est moi, c'est mes chargés d'affaires qui OK. Ouais, prospectons sur le terrain pour trouver les biens, ouais. OK. Donc voilà, tu proposes des biens, en fait, à la vente avec, derrière la gestion de tous les travaux, jusqu'à, comme tu disais, l'ameublement. Et Ouais. du coup, moi, j'ai cette question-là, parce que ça se fait pas mal en ce moment, alors, si tu veux, moi, mon dernier immeuble, je suis passé par quelqu'un qui fait de la chasse, mais qui fait aussi, Mmh. le reste, en fait, la partie accompagnement de travaux. Et on avait prévu, si tu veux, une petite enveloppe, au cas où, tu vois, en termes de budget. Je voulais savoir si toi, tu avais eu des galères sur des, voilà, sur des chantiers,
notamment des dépassements de travaux, des choses qui n'étaient pas forcément prévues. Et comment t'as géré ça pour tes clients? Alors, en fait, nous, on a quand même un engagement fort sur le budget. Ok. C'est-à-dire que quand on vend un truc, on dit il y en a pour 200 000 euros de travaux pour faire 4 appartes. Il y a 0 centime qui dépasse du truc. Ok. En tout En fait, cas, vous ce voyez qui est, large, vous de votre côté, peut-être, c'est ça et on voit pas large. C'est pas qu'on voit large, c'est qu'on chiffre précisément ce qu'on va faire. Mhm. Et après derrière, enfin précisément ce qu'il y a à faire. Et après derrière, s'il y a une galère, un faux plafond qu'il faut refaire, ou qu'il faut faire alors qu'on n'avait pas prévu initialement, et s'il faut le faire, nous il faut qu'on livre un truc qui est fini. Donc si tu veux, il y a pas trop de sujets sur, voilà, il y a 2000 euros en plus de faux plafond. Finalement, on a dû changer la tuyauterie parce qu'on pensait la garder, mais du coup il y en a pour 1000 euros en plus et on va voir le client, on lui dit c'est 3000 euros en plus. On fait pas ça. tu On t'arranges et en a fait, tu grattes sur d'autres et points et surtout, s'il y a des dépassements, on les prend pour nous, quoi. ok. Bien sûr, si c'est des trucs qui restent dans notre scope. Si je sais pas, il y a une grosse galère avec la copro, s'il y a des choses que nous on peut pas voir initialement, structurelles, des choses structurelles ou qu'on découvre de la mérule ou quoi. Je donnais l'exemple à mon chargé d'affaires ce matin. Un jour, tu découvres de la mérule, en fait, c'est pas notre faute, tu vois. C'est pas nous, Ok. on n'est pas responsable de ça. Donc, on va pas payer, nous, le traitement pour la mérule. Mais par contre, nous, on a dit qu'on faisait 4 appartements, avec 4 salles de bain, avec 4 cuisines, avec les meubles qui vont avec. On fait 4 appartements avec 4 cuisines, 4 salles de bain. Quoi qu'il nous en coûte, quoi. Ok, ouais. T'as Voilà. l'engagement à ce Et niveau-là et voilà. Donc, après, bien sûr que tu as des galères, hein. Et bien sûr que tu as des dépassements, des trucs que tu n'avais pas prévus. L'exemple du faux plafond, je te le donne parce que c'est à chaque fois. À chaque fois, on dit on va faire du faux plafond que dans le couloir pour passer les réseaux électriques. Et au final, tu regardes le truc, impossible de ratisser ou de repeindre sur l'existant. Eh ben, on refait du faux plafond. Euh, on pensait réutiliser la chaudière. Ça m'arrive sur une chaudière gaz pour faire des économies à la base sur le chantier. On a dit cette chaudière gaz elle a l'air pas trop pourrie. Au lieu de faire comme on fait d'habitude, de tout enlever, tout dégager, tout passer en électrique, j'ai dit au client, là, le projet que je te propose, on garde la chaudière gaz parce que ça nous permet de faire des économies sur le budget. Et du coup, tu as un budget travaux qui est contenu. limité, ouais. Sauf que du coup, en fait, quand on l'a remis en eau, cette chaudière, il y avait des fuites de partout. Oh putain. Le robinet Saunier Duval, là, tu Oui. vois, le robinet d'arrivée, qu'il y a que eux qui font, qui coûte 100 balles, et que ton plombier te dit, en fait, si je le change pas, il y a rien qui marche. Je vais pas voir mon client en disant, non, on doit te le facturer. Donc ça, on le prend à notre charge. C'est nous qui avons en plus dit qu'on gardait ça pour le chantier. Donc ça, des galères comme ça. Bon là, je te donne une galère de robinet Sonnet Duval, ça vient de m'arriver aujourd'hui parce que je le sors comme ça. Mais il y a des trucs bien entendu qui sont beaucoup plus impactants que ça sur le projet et qu'on prend pour nous parce que c'est notre rôle d'avoir un budget figé. Si le client veut des options qui sont pas prévues initialement, on est transparent avec lui sur ce qui est prévu. On lui dit, il y a ça, ça, ça. Dans notre chiffrage, on lui montre des exemples. On lui dit, nous, tu vas avoir ça, une cuisine comme ça. Si d'un coup, il veut un plan de travail en marbre ou un plan de travail en bois, on peut lui faire. Tu Mais t'adaptes, ouais. par contre, c'était pas dans mon chiffrage initial. Ok. Et là, tout de suite, là, à l'instant T, tu gères combien de chantiers de rente? Là, en cours, qui ont vraiment commencé, je crois qu'on en a 6, si je dis pas de 6 bêtises. chantiers. Ok. Si je dis pas de bêtises, on en a 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, on en a même 7. Non, on en a 7. On en a 7 en cours. Ça va de la colocation 3 chambres pour les plus petits jusqu'à là pour l'instant le plus gros qu'on a c'est une division de 3 appartements si je dis pas de bêtises. Ok. Sur le plus gros, ouais, c'est ça, c'est ça. Après il y en a d'autres qui arrivent. Là on a une grosse maison qui va partir en 8 appartements. Mais qui est pas encore complètement signé. Donc voilà. Nous, on intervient du coup en amont, vraiment en amont de l'investissement, parce que quand un client décide de partir avec nous, il va signer son compromis, et après il nous redonne les clés 2, 3, 4 mois après, quoi. Ok. Donc ouais, des choses dans les tuyaux, mais aujourd'hui qui ont vraiment commencé, où on a commencé à bosser, où on est en cours de chantier, il y en a 7. 7 et on est deux pour l'instant à gérer parce que j'ai un chargé d'affaires, j'en avais deux, il y en a un qui est parti, j'ai un chargé d'affaires et moi Et toi? qui gérons ce chantier-là. Ok. Et tout le reste, c'est quoi? C'est sous-traitant, c'est ça, hein, au niveau de tes équipes?
Alors après j'ai maintenant une personne en interne. Parce Ok. que petit à petit, le but c'est aussi d'embaucher des gens en interne. Donc j'ai une personne en interne qui va gérer la partie sol, carrelage et sol, et qui est aussi du coup qui fait un peu conducteur de travaux et qui gère un petit peu les sous-traitants sur les chantiers. Donc là j'ai mon premier vrai employé, parce que j'ai une assistante mais qui est en alternance. Mais du coup j'ai mon premier vrai employé de toute ma carrière d'entrepreneur qui est là, qui nous a rejoint en fin d'année 2024. Ok, trop bien. Voilà. Et après sous-traitance. Les sous-traitances, ok. Et pour clore ce sujet, tu donnerais quel conseil à quelqu'un qui veut se lancer mais qui hésite encore? Se lancer dans Qui veut se justement lancer l'investissement locatif. dans l'investissement locatif. Ouais, Bon, remarque, tu me diras, j'allais te poser la question dans l'investissement locatif ou dans l'entrepreneuriat, mais la réponse est la même en fait. Hein. La réponse est il faut faire quelque chose, il faut passer à l'action. Et commencer à regarder des vidéos, c'est déjà passer à l'action. ouais, Et on commence tous comme ça, j'imagine. Tu vois, quel que soit le domaine, tu commences par te rendre compte du truc en regardant une vidéo ou quelqu'un qui te parle d'un sujet, tu t'intéresses au sujet, et ça, c'est déjà passer à l'action pour moi. Et après, il faut réussir à petit à petit passer les étapes. Parce que ben t'as toujours le cas tu sais l'exemple du mec qui connaît tout sur tout, qui a regardé toutes les vidéos d'immobilier puis qui a jamais rien fait quoi, qui a jamais rien fait, qui sait mieux que toi calculer des projets de marchand de biens, des marges, etc. Mais qui au final n'a jamais fait une seule offre. Voilà. Ça existe toujours et je pense que ça existera toujours. Mais ouais, mon conseil c'est passer à l'action et réussir à, à sauter le pas à chaque fois qu'il faut sauter le pas. Tu auras des vidéos YouTube, tu vas faire des visites, tu prends ton téléphone, tu vas faire des visites, et ça c'est la deuxième étape. Et puis après la troisième étape c'est bien beau de faire des visites, t'entraîner à faire des visites, mais la troisième étape c'est de faire des offres. Et après c'est d'aller au compromis, d'aller chercher ton financement, etc., etc. Et chaque fois tu as des étapes à passer comme ça. Euh, et je pense que le meilleur conseil c'est juste de dire passez à l'action et faites vraiment des choses concrètes. et j'aurais même complété avec ce que tu disais aussi tout à l'heure, c'est du coup saisir les opportunités quand elles se présentent. Tu vois, Ouais. t'atterris comme ça dans deux rangs de compagnie, donc Ouais. Alors ça c'est chaud, hein, parce que si moi je saute sur toutes les opportunités et du coup j'ai tendance à vraiment m'éparpiller. Donc ça, oui, bien sûr qu'il faut saisir les opportunités, au moins les voir, t'exercer à les voir, parce qu'en fait on a tous des opportunités, je pense, sauf que t'as des gens qui les voient pas, qui les voient jamais, c'est ça. qui voient jamais le truc passer. Euh, des gens qui, je veux dire, si on prend l'exemple de l'immobilier, des gens qui connaissent quelqu'un qui vend un truc ou quelqu'un qui a dans sa famille un bien qui va se vendre, ou tout le monde et quel pourcentage de personnes quand ils entendent qu'il y a un bien qui se vend vont dire ah, ça peut m'intéresser, tu vois, et dire Exact. ah ouais, il le vend combien, ah ouais, c'est cher, c'est pas cher, et si je le mets en location ça fait combien, machin. Et des opportunités dans l'IMO ou dans n'importe quoi, t'en as tous les jours qui te passent devant, il faut juste savoir les voir et savoir les saisir et savoir les adresser, quoi. Après, il faut pas trop s'éparpiller, mais c'est un autre sujet. C'est un autre sujet, c'est ça. Et maintenant on a parlé un peu locatif, qu'on a parlé de deux rangs de compagnie, j'aimerais qu'on dévie un petit peu sur le marchand de biens. Donc Mmh. tu disais que tu es parti sur cette activité parce qu'en fait t'as pris la formation d'un formateur, de Yoni, pour pas le citer, qui en plus est passé dans le podcast. OK, j'ai Euh, pas vu cet épisode. OK, ouais, ben il est passé, donc très n'hésite bien. pas. Et donc tu disais que t'as fait sa formation et en fait, comment t'as démarré du coup l'activité? Enfin, t'as trouvé un premier bien, un deuxième, tu t'es associé, t'as démarré tout seul. Comment ça s'est fait en fait le démarrage de cette activité? Alors, t'es prêt? T'as un peu de temps parce que j'aime bien Vas-y. raconter cette histoire en plus, donc l'histoire est longue mais intéressante. Mais en fait, je prends cette formation et j'accroche vachement parce que des formations, j'en ai pris des dizaines et il y a plein de trucs où j'ai regardé à moitié, j'ai jamais appliqué, machin, etc. Ok. Mais je prends cette formation, j'accroche bien parce que ça rejoint déjà des choses que j'avais déjà faites, tu vois, du changement de destination, de la division, tout. J'avais déjà un peu commencé à regarder ce truc-là. Ok. Et je me dis comment se professionnaliser et comment en faire quelque chose de lucratif, entre guillemets, et donc l'activité de marchand de biens, tout simplement. Je prends cette formation, je la ponce quand même bien, et en parallèle, je continue à faire des visites parce que moi j'étais déjà dedans, j'étais déjà en train de faire des visites tout le temps, pour mes clients, pour moi, pour tout. Ok. Je commence à faire des visites, enfin je continue à faire des visites, on va dire, et puis un jour, je visite un truc. Le mec, l'agent IMO, quand je l'appelle,
je vois que c'est pourri. Il me dit, je le connaissais pas encore à l'époque, il me dit, attention, je vous préviens, hein, c'est vraiment pourri, hein. Je dis, ouais, je sais. Non, non, mais j'insiste, c'est pourri. Il me dit, il y a il y a de la merde de pigeon dans le truc. Il me dit, c'est dégueulasse. Il me dit, ne me dites pas quand vous arrivez que c'est pourri, parce que je le sais, et que j'ai des gens qui viennent et qui repartent en disant, ah non, c'est vraiment trop pourri. Donc là, il me dit, tu sais, il voulait pas se faire chier avec des gens qui viennent il me dit, je vous préviens, c'est vraiment pourri. Donc, je dis, mais c'est bon, vous inquiétez pas, c'est ça que je cherche, y a pas de problème. Énorme. Donc j'y vais, bien sûr, pour la blague. Quand j'ai vu, je dis, ah ouais, mais c'est vraiment trop pourri ce truc, hein. Donc, ouais, ça l'a fait rigoler. Mais du coup, on fait la visite. Effectivement, il y avait certaines pièces où il y avait de la merde de pigeon, enfin un truc atroce. Euh, et, euh, et en fait, il y avait 5 lots, je crois, dans un petit immeuble, dans un quartier de Grenoble quartier pas trop mal. Euh, et il y avait 5 lots. Et il me dit, je me rappelle plus le prix, on va dire c'était 400 000, tu vois, pour les 5 lots. Et il me dit, ça appartient tout à la même propriétaire. Donc c'était, on va dire, une bonne moitié de l'immeuble, quoi, tu vois. C'est un tout petit immeuble, mais elle avait déjà une bonne moitié de l'immeuble. Et il dit, bah, elle habitait au 2e étage. Et après, 3e, 4e, les lots que je vous montre là, qui sont à la vente, c'est à elle aussi, mais elle a jamais, ça fait des dizaines d'années qu'il y a personne qui habite dedans. D'accord. Et que ça a pourri comme ça. Et il dit, bah là, elle est partie en EHPAD, mais du coup, l'endroit où elle habitait, son appartement, il va être aussi en vente, elle va certainement le mettre en vente, mais pour l'instant, elle est pas prête, voilà, parce que... Et, et donc, en parallèle de ça, on regarde aussi la copro, tu vois, je pose des questions sur la copro, un peu fait de bric et de broc, tu vois, un peu bancal, machin, avec un gestionnaire qui a l'air nul à chier, enfin, comme beaucoup de gestionnaires, mais celui-là particulièrement, tu vois, le truc mal géré, avec la porte qui est cassée, machin, la porte d'entrée, tu vois, qui a jamais été réparée depuis je sais pas combien de temps, enfin, personne qui gère bien le truc, quoi. Et potentiellement, tu sais, des couloirs de la copro, on sait pas trop à qui ils sont, etc., les greniers, les machins, tu sais pas à qui ils sont. Et moi, je lui dis, écoutez, c'est facile. En fait, moi, je veux bien faire une offre. Par contre, je fais une offre pour tout, y compris son lot. Il me dit, non, mais elle est pas prête, franchement. Mais par contre, vous aurez la priorité et tout. Je lui dis, écoutez, moi, je vais devoir faire des assemblées générales. Je vais devoir régler des problèmes. Je vais pas régler des problèmes pour une partie du truc et après refaire encore la même chose pour le lot. Donc, j'ai dit, c'est facile, moi, je vous ferai une offre pour tout ou rien, en fait. Et il me dit, mais non, mais c'est pas encore, j'ai pas le mandat, c'est pas encore à la vente, etc. Je dis, vous verrez bien. Enfin, de toute façon, je vais vous faire une offre, vous vous débrouillerez avec ça. Je fais une offre. Je crois que je fais une offre. Donc, elle habitait dans 2 lots, tu vois, donc ça faisait 7 lots en tout. Je fais une offre au prix qu'il avait mis pour les 5 lots, mais pour les 7. Pour les 7. 400 000 du coup. Donc 400 000, je sais plus exactement, mais en gros 400 000 avec un tiers de plus de surface, quoi, tu vois, que initialement. Et en fait, à l'époque, je n'avais pas fait de calcul du tout, j'avais pas fait mon bilan de marchand de biens comme je fais maintenant avec mes beaux tableaux Excel, etc. Je savais juste qu'au prix où je faisais l'offre, le prix au mètre carré, il était de toute façon très bon et que ce soit en locatif pour un client à moi, à qui j'allais pouvoir proposer le bien, ou en marchand de biens, je savais qu'il y avait un truc à faire. Donc là, c'était instinctif, tu vois, c'était le prix de toute façon au mètre carré du truc, c'est bon, c'est sûr que je fais quelque chose avec ça, en revente ou en locatif. Donc je fais l'offre, je réfléchis pas trop, franchement, je fais l'offre assez rapidement, le jour même, enfin, un truc comme ça. Et il m'appelle genre quelques jours après en me disant, eh ben écoutez, je suis allé la voir à l'EHPAD, je lui ai expliqué, je lui ai dit votre offre et elle a accepté. Oh putain, au prix, Il me dit, sans discuter, sans rien. il me dit je pensais pas. Et il me dit vraiment c'est improbable, mais comme vous avez insisté et que vous êtes le seul à avoir fait une offre comme ça, je suis allé la voir et avec son neveu qui gérait un petit peu, enfin un truc, elle avait encore toute sa tête, mais son neveu qui l'aidait un petit peu à gérer ça. Et il me dit c'est bon, elle accepte. Trop Je bien. dis ok, bah c'est bien. Et du coup, alors, au téléphone, je lui dis c'est bien, tu vois. Je lui dis je suis content, ok, parfait, on va faire ce qu'il faut, machin. Là, j'ai sorti ma plus belle flûte, tu vois. Je raccroche, je dis merde, qu'est-ce que je vais faire avec ça? Je savais pas encore. Et je discute avec un ancien collègue d'Air Liquide qui était parti à Jean Imo, donc que je croisais de temps en temps, forcément. Je lui explique le truc. On se voit, on avait dit qu'on bouffait ensemble, je sais pas quoi. Je lui explique le truc et je lui dis, je dis ouais, j'ai ça, machin et tout. Et lui, il entend que je parle de marchand de biens. Il me dit putain, mais moi je voulais faire du marchand de biens, machin. Je dis bah écoute, c'est facile. Je dis regarde, j'ai une formation, je te file les accès. Pardon, hein, Yoni, si t'entends la vidéo. Je lui dis je te file les accès, tu regardes. J'ai un bien. Franchement, tu sais, moi, tu vois, je vois une opportunité et je lui dis on fonce. Je lui dis si t'es chaud, j'ai déjà la formation, j'ai un bien, je l'ai trouvé. Je pense que franchement là, vu les calculs, je pense qu'il y a une belle marge à faire. Et je lui dis on part là-dessus et tu vois, on s'associe, on monte une boîte, on part là-dessus. Donc
Après, on discute, machin, on se dit, bon, bah ouais, ok, on veut bosser ensemble, on monte une structure, et du coup, on a fait cette première opération ensemble. Sur une structure, une SAS qui existe toujours d'ailleurs, où on va arrêter de faire des opérations, mais où on a fait quelques opérations après dessus. Et là, c'était Donc ça, quoi? c'est ma première opération de marché. C'était de la réno, non? Ou Ah non, non, là, c'était, moi, euh, je regarde un peu tout comme type d'opération, mais ce qui me plaît le plus, et là, au final, où j'arrive à faire des opérations qui me conviennent, c'est revente en plateau. Donc Ok, là, on avait acheté 7 lots. Il y avait un peu des bricoles à gérer avec la copro, etc. Il y avait des servitudes de passage à créer. On était sur tout un côté de l'immeuble, mais c'est les côtés de l'immeuble où il n'y a pas de chiottes. ok, C'est de l'autre côté. Donc, il fallait traverser le couloir de la copro pour aller récupérer la colonne. Donc, il y avait ça à gérer. Donc, on a fait des servitudes de passage. On a racheté un bout du couloir dans les greniers qui servaient à personne et qui nous permettaient de faire des lots un peu plus grands. Donc, on a fait du taf là-dessus. Et après, une fois qu'on a fait ça, on a tiré des dérivés individuels d'électricité et de l'eau dans chaque lot qu'on devait vendre. On a pré-commercialisé. Donc, on était sous compromis. On présentait déjà les lots. Et on a revendu en plateau ok, à des investisseurs qui eux, après, ont géré leur rénovation derrière. ok. Voilà. Et petite question, du coup, pour cette première opération, au niveau du financement, vous avez fait comment? Financement bancaire. Ouais, Donc là, moi, on m'avait dit, ouais, c'est pas possible, machin, etc. Je dis, bah, je vais quand même essayer. De toute façon, j'avais aucun apport à mettre dedans. Tu vois. Moi, déjà, j'avais pas d'apport. C'est mon associé, pour le coup, qui a mis l'apport sur cette première opération. Je savais qu'il allait falloir de l'apport pour l'opération de marchand de biens. Mais de toute façon, c'était inenvisageable. Puis à l'époque, je savais même pas, tu vois, financement participatif, levée de fonds privé, etc. J'avais pas toutes ces notions. ok, Donc, la seule option que j'avais pour faire cette opération-là, c'était financement bancaire. Donc, je suis allé voir les banques. Je suis allé voir 2 banques à l'époque, la Caixa de Depósitos, qui est une banque portugaise qui fait beaucoup de marchands de biens, qui eux nous ont dit, de toute façon, on vous suit, mais qui avait des conditions assez contraignantes, notamment sur le taux et le niveau d'apport, etc. Et puis le Crédit Agricole Sud-Rhône-Alpes, qui a son siège ici à Grenoble et qui ont une cellule promoteur marchand de biens, et qui venait en plus de relancer une cellule petit marchand de biens. Tu vois. ok. Donc on est allé les Ah, voir et on a eu sans problème le financement. Pourquoi on a eu sans problème le financement? Il faut tout dire quand même, c'est que on avait 100% de précommercialisation. Donc les 7 lots qu'on avait à la revente étaient sous compromis ok. quand on est allé voir la banque, et on avait un bilan qui tournait, je crois, à 60% de marge. Pouah, énorme. Ok, Donc, si tu veux, en fait, la première opération s'est avérée même meilleure que ce que j'avais mis moi sur le papier au début, parce qu'on a eu moins de travaux que prévu et on a vendu plus cher que ce qu'on avait prévu. Donc, si tu veux, l'opération, c'est l'opération parfaite pour la banque, quoi. Zéro risque. Enfin, tu connais ça. Hein. Donc, zéro risque. Alors, il s'avère que il y a un des compromis qui a sauté, mais c'était pour un seul lot. On a retrouvé tout de suite un investisseur. Mais si tu veux, la banque, elle avait 100% de précom, donc elle sait exactement le chiffre d'affaires qu'on va faire. On lui a filé des devis d'artisans, donc on savait les travaux qu'on a fait, on savait le prix qu'on a acheté. Le calcul de la marge, il est simple. Hein. putain, énorme. Donc financement bancaire, et celui-là était à l'aise, quoi. Du coup, ça m'a donné un peu trop confiance. Sur les autres, je pensais que ça allait tout passer comme ça, et on a eu un peu des déconvenus, parfois pour des bonnes raisons. Hein. Et en fait, moi, je suis parti du postulat, c'est que si les banques te suivent pas en marchand de biens, c'est que ton projet, déjà, il est pas terrible. Ok. C'est il y a un truc, c'est que le risque est trop élevé, c'est qu'ils croient pas en prix de revente, c'est que t'as pas fait assez de pré-commercialisation, etc., etc. Et ça s'avère pour l'instant plutôt vrai, parce que les autres opérations qu'on a fait, ou toutes celles que j'étudie maintenant, les banques, a priori, sont prêtes à suivre, quoi. Et on avait pas mal discuté au séminaire, justement, où toi, en fait, tu as levé une grosse croyance que moi j'ai dans l'activité du marchand de biens, notamment concernant l'apport. Où tu me disais, alors plus je pense avec ton expérience là, à l'heure actuelle, où tu me disais le plus important, c'est pas forcément l'apport, c'est déjà trouver l'opération. Ouais. Et pour l'apport, il y a toujours une solution. Est-ce que tu peux développer un petit peu à ce sujet? Bah, en fait, moi, je considère que c'est l'opportunité qui va faire, enfin, c'est le projet qui va faire l'argent. C'est Sarkozy d'ailleurs qui a dit ça, je crois, dans Oui, une je crois interview. bien dans une Il dit, interview, c'est ouais. pas l'argent qui fait le projet, c'est le projet qui fait l'argent. En vrai. Et ça, moi, je trouve que c'est assez vrai, ça se vérifie plutôt bien, et que au final, si tu as un projet qui est très rentable,
qui présente peu de risques, bah en fait, tu trouves des gens qui vont te filer de l'argent. Mmh. Donc moi, je pars de ce postulat-là. Du coup, une fois que tu as dit ça, moi, des projets de marchand de biens, je regarde des projets à 500 000 euros en prix de revient, en marchand de biens, par prix de revient, donc achat plus travaux, et des projets à 3 millions. Ah Et oui. si tu veux, je me dis juste, si tu as une marge de 20%, de 30% sur un projet à 3 millions, et que tu as réussi à faire de la pré-commercialisation, c'est ça qui rassure beaucoup, hein. Aussi, les gens qui vont financer, que ce soit du crowdfunding, que ce soit de la banque. Du coup, si tu arrives à avoir ça, oui, il te reste le problème de l'apport à régler, mais au final, le, le, celui qui va financer, il va suivre parce que le risque est faible, tu as de la préco, Une tu lui bonne montres que ton marge. bilan, que tu maîtrises les aspects, bien sûr, il faut maîtriser les aspects techniques, administratifs, etc., hein. Tu vas pas avoir une banque en disant je fais un changement de destination et t'as même pas déposé ta demande préalable pour faire un changement de destination. Sinon, la banque, elle te dit, bah, ouais, mais du coup, comment je sais, moi, que vous allez pouvoir faire des appartements, je vais pas demander à la mairie, tu vois. Donc, faut maîtriser tous ces aspects-là. À partir de ce moment-là, à partir du moment où tu maîtrises ces aspects-là, euh, et que tu vois que tu montres que t'es carré là-dessus et que tu maîtrises ton sujet et que ton bilan financier il tourne et que tu as fait de la préco. Donc en fait, là, quand tu fais de la préco, c'est juste tu prouves que ton prix de revente, tu l'as pas, il est pas déconnant parce que tu Oui. prouves qu'il y a des gens qui Parce veulent que qui veulent tu as acheter à ce quelqu'un prix-là. qui veut acheter, ouais. À partir de là, les banques elles vont te dire on te suit, ou le crowdfunding ou les investisseurs privés. Et effectivement, le problème de la banque, c'est qu'ils te demandent de l'apport. Donc aujourd'hui, l'apport, tu as plusieurs manières pour soit tu l'as toi, perso, mais autant te dire que si je fais des projets à 3 millions, je vais pas à l'apport, parce que l'apport en marchand de biens, ça va être 20%, tu vois. Généralement, c'est 20%. Donc, soit tu as toi en perso, soit tu le prends de manière un peu détournée avec du prêt personnel, de la love money, mais que tu montres pas forcément à la banque. Ils aiment pas trop forcément. Que tu leur dis oui, c'est bon, j'ai de l'apport, mais c'est mes parents qui me prêtent. Ils aiment pas trop parce que du coup, tu te mouilles pas. Enfin, tu connais le sujet, hein, mais du coup, tu te mouilles pas. Donc, tu peux le faire un peu de manière un peu détournée. Il faut faire attention à l'antériorité, etc. Mais ça peut passer, tu vois. Je discutais avec Caisse d'épargne. Caisse d'épargne, pareil, ici à Grenoble, cellule un peu habituée à faire du marchand de biens. Le conseiller m'a dit ouvertement, il m'a dit, nous, sur les fonds propres qu'on vous demande, on veut qu'il y en ait au moins 15-20% qui viennent vraiment de votre argent à vous. Donc, sous-entendu, le reste, ça peut ne pas venir de toi. On le sait que ça vient pas de toi, mais on veut que ce soit de l'apport, des fonds propres. Mais si ça vient pas de toi, c'est pas grave, tu vois. Ouais, en gros, Donc, ils sont au courant. t'as 100 000 d'apport. Il faut qu'il y ait 15 000 qui soient à toi et le reste, Ouais, je crois que ça. c'était ça. Encore une fois, j'ai une très mauvaise mémoire des chiffres. Ça se trouve, il m'a dit 50 et moi je te dis 10, mais c'est pas grave, tu vois. Ce que je voulais dire, c'est que il a dans son discours, il est conscient que dans tes fonds propres, il y a de l'argent qui va venir de toi, vraiment de ton argent à toi, et d'argent qui va venir d'un investisseur privé, d'une levée obligataire, de ce que tu veux, tu vois. Ok. Voilà. Donc donc ça, donc tu peux le faire venir de manière détournée, et toi finalement mettre l'argent quand même qui vient de toi, mais tu te les fais prêter à droite à gauche. Tu peux faire des levées obligataires. Donc là, c'est quand ta société émet des obligations auprès de particuliers ou d'autres sociétés. Et du coup là, tu peux une levée de fonds auprès d'investisseurs privés, et du coup tu as des fonds propres qui viennent de là. Tu peux t'associer avec des personnes qui ont de l'argent. Demain, j'ai un projet on va prendre simple, 1 million. D'accord? La banque me demande du coup 200 000 d'apport. Si moi j'ai 100 000 et que je trouve quelqu'un qui a 100 000, Jackpot. je crée un véhicule d'investissement en dessous d'une holding ou peu importe, voilà. Je crée un véhicule d'investissement où on se met à deux associés, celui qui a 100 000 et moi, avec ma structure, où je fais redescendre 100 000. On a les 200 000 et on va lever des fonds, on va lever les 800 000 qui manquent. Donc Ok. ça c'est, la théorie, c'est assez simple, hein. Mais en fait, si tu veux, demain, moi je considère, peut-être à tort, mais je considère que si demain j'ai besoin de 100 000 euros pour monter une structure, et que je dis à celui qui met 100 000 euros, je dis derrière, on fait une opération à 1 million, donc il y a 200 000 euros de marge, parce que j'ai 20% de marge par exemple, il y a 200 000 euros de marge, mais la marge, tu la calcules, c'est 200 000 euros de marge une fois que tu as remboursé tout le monde, Ok. remboursé la banque et que tu as remboursé l'apport. Tu vois ce que je veux dire? La marge, je la calcule comme ça. Donc ça veut dire que le gars, je lui donne 50% de la boîte,
ou moins, ou plus, peu importe. Mais si je lui donne 50% du véhicule d'investissement, il met 100 000 euros. Il récupère 200. Il récupère 200, il fait un x2, potentiellement en 6 mois, un an, allez, si l'opération elle traîne un peu, il fait un x2, en 6 mois ou un an. À partir du moment où tu as dit ça, je pense, et ma croyance, c'est que une fois que tu as dit ça, tu trouves quelqu'un qui a 100 000 euros. Ou 2 personnes qui ont 50. C'est ça. Ou 10 personnes qui ont 10. Mais si tu veux, je vois pas pourquoi. Moi, si demain j'ai 100 000 euros et qu'il y a quelqu'un comme moi qui me dit ça, et que j'ai confiance en lui, bien entendu, et que j'ai confiance dans l'opération, que j'ai un regard critique sur l'opération, j'y vais. Pourquoi je le ferais pas? Mm. Tu vois? Et donc, du coup, ça c'est mon postulat, et c'est comme ça que je fonctionne. Et du coup, bah, parfois, il y a des gens qui disent non, mais il faut être sûr qu'on peut avoir l'argent, etc. Je dis, mais en fait, si t'es sûr de faire l'argent, on revient sur les valeurs de tout à l'heure, hein. De l'ambition, tu vois. L'ambition, pour moi, l'ambition, c'est ça, c'est de dire, on fait un projet à 2 millions. Bien sûr que tu fais attention au risque que tu prends. Je vais pas signer un truc à 2 millions sans condition suspensive de prêt, par exemple. Ah bah oui. J'ai pas l'argent, donc je vais pas me mettre dans la merde. Mais par contre, si j'ai la sécurité nécessaire et que le seul risque que je prends, c'est de dépenser du temps et de l'énergie sur un projet, j'y vais, je fonce. Je fonce, et après, je verrai comment je trouve l'argent, tu vois. Ok. Voilà. Et ben écoute, hyper intéressant. Et on va dire pour clore cette partie marchand de biens, j'aimerais qu'on dévie. On en a parlé un petit peu. Enfin, déjà, tu en as parlé un petit peu au séminaire. Moi, je trouve ta résilience en entrepreneuriat. En fait, tu as vécu une épreuve difficile avec la perte d'un associé et ami, si j'avais bien compris. Ouais, ouais, Déjà, exact. voilà, libre à toi d'en parler ou pas, enfin de détailler un petit peu. Et surtout, moi, ce que je voulais savoir, c'est comment tu as trouvé la motivation pour rebondir et en fait continuer à faire ce que tu fais aujourd'hui. Ouais. Surtout ça. Euh, j'ai eu une année, effectivement, une année qui a été un peu compliquée. J'essaie de resituer, comme je te dis, je suis nul dans les dates, mais j'essaie de resituer. Donc c'était, si je dis pas de bêtises, c'était 2023. Ok. Ouais, c'est ça, là on est en 2025. On est En 2025, 2025. ouais, tout début. On est en 2025, donc c'était effectivement, c'est effectivement 2023. J'ai une année compliquée puisque je me suis séparé avec la mère de mes enfants. On avait donc un petit garçon qui avait 4 ans et l'autre qui avait 1 an. Tu vois, quand on s'est séparés, la séparation s'est plutôt bien passée, mais comme toute séparation, si tu te sépares, c'est qu'il y a un truc qui va pas très bien. Donc voilà. Donc je me sépare, donc ça veut dire déménagement, on revend la résidence principale, on part en location chacun de notre côté, on fait une espèce de garde alternée, mais avec un petit de 1 an, c'est un peu compliqué. Et en parallèle, je m'étais associé avec 3 associés sur Lyon. On faisait du Ok. e-commerce, et la personne qui avait mis une annonce, en tout cas qui avait émis le souhait de chercher un nouvel associé, etc., qui s'appelait Alexandre. Donc lui, il avait de l'ambition, et si tu veux, il avait déjà, il avait une boîte de communication, une boîte d'événementiel. C'était celui qui faisait les boîtes d'événementiel, qui faisait des grosses soirées techno sur Lyon. Donc on avait un point commun parce que moi j'étais aussi dans ce milieu-là sur Grenoble. Donc on avait ce point commun-là, on était tous les deux entrepreneurs, on avait tous les deux de l'ambition, machin. Ça matche bien. La boîte de e-commerce avec les 2 associés, il y a un des associés qui se casse au moment où il a dépensé plein de thunes pour lancer un nouveau projet, et puis au moment où il faut qu'il porte le projet, il dit je m'en vais. On se retrouve dans la merde, on doit vendre la société, machin, etc. Mais en parallèle, avec Alexandre, on avait déjà d'énormes projets d'investissement IMO, Ok. de reprise d'entreprise, et on était parti fleur au fusil, prospecter des entreprises dans le BTP et dans l'agroalimentaire, et on allait dans tout Rhône-Alpes discuter avec des cédants d'entreprises euh, on voulait vraiment créer un groupe d'entreprises, racheter des boîtes, etc. Euh, et, euh, et du coup, là-dessus, bon, bah, ça devient un ami. Et puis moi, j'ai mes déboires personnels, tu vois, donc séparation, un nouveau rythme de vie, une nouvelle meuf, etc. Bon, lui, il a aussi, bon, voilà, on se confie un petit peu, etc. Et on devient vraiment assez proches, et surtout dans un laps de temps assez réduit, quoi. Euh, et euh, et on part sur des projets vraiment, vraiment assez ambitieux. Tu vois, vraiment là, c'était pour le coup, je te dis, voilà, on était
on allait voir des mecs qui faisaient plusieurs millions de chiffres d'affaires et puis on arrivait sans c'est pas sans scrupule, sans honte devant eux en disant oh, pas de problème, on fait le tour d'entreprise, on regarde les bilans, on analyse les bilans, on fait des offres, on fait des trucs quoi. Et en fait du coup en 2023 lui donc moi je venais de me séparer et en fait lui a subi une greffe, donc c'était une greffe qui était prévue déjà, subi une greffe, donc il part à l'hôpital pour cette greffe qu'il attendait depuis très longtemps. Et en fait il passe plus d'un mois entre la vie et la mort à l'hôpital et il finit par décéder parce que septicémie généralisée, enfin bref, opération qui a mal tourné. Les détails sont même encore plus glauques que ça sur euh, on va dire l'hygiène dans l'hôpital où il a été opéré, etc. Enfin bref, c'est un truc à la con, tu vois, mais bon bref. Donc il reste sur son lit d'hôpital et moi ça intervient à quelques mois après ma séparation, tu vois. Donc je me prends et en réalité ça faisait 2 ans que j'étais à mon compte. J'avais mon chômage pendant mes 2 ans, j'avais fait une démission pour création d'entreprise. Je me retrouve dans une situation où j'ai des projets avec Alexandre justement qui étaient en cours, qui ne sont pas encore rémunérateurs. Je me retrouve en fin de droit de chômage, donc séparation, euh, nouvelle vie entre guillemets en loc, en machin, garde des enfants en garde alternée, pas de situation stable en termes de finances, tu vois, Ouais. parce que j'avais rien pour me verser des salaires, des gros projets qui forcément tombent à l'eau parce que j'avais pas le courage à l'époque de garder les discussions avec les cédants avec qui on discutait, puis c'était des trucs qu'on faisait à deux, émotionnellement c'était hyper dur. Et je me retrouve coup sur coup, ouais, je te disais, avec la séparation, le décès de mon associé, euh, et je me retrouve dans une situation où bon, j'avais lancé d'autres choses, j'avais commencé une séparation de marchand de biens qui se lançait, etc. Mais je me retrouve dans une situation vraiment compliquée émotionnellement et même financièrement, en quelque sorte. Bon, j'avais vendu ma RP, donc j'avais récupéré un petit billet, mais bon, si tu veux, je voyais bien qu'il allait y avoir des trucs qui allaient poser problème, quoi. Et et ta question, c'était de dire comment. Comment en fait tu as trouvé la motivation Ouais. pour rebondir en fait et continuer d'avancer malgré toutes ces épreuves? Je pense que c'est pas que je l'ai retrouvé, c'est que je l'ai pas perdu en fait. Ok. C'est que si tu veux, la motivation, elle était toujours là, quoi. Et en fait, même maintenant, là, tout de suite, quand on se parle, j'ai plein de merde à gérer, avec des associés qui me font faux bond, avec des projets. Ça fait 1 an et demi que je porte des projets avec la mairie qui veut me préempter le bien, avec euh, des euh, des acheteurs qui faisaient tourner l'opération, qui se cassent et la banque qui me suit plus, avec des chantiers qui sont en retard, des mecs qui tombent malades, des machins, des trucs. Et des merdes à gérer, j'en ai tous les jours. Et en fait, je pense que je suis encore trop affecté émotionnellement parlant par les merdes qui m'arrivent. Et Ok. j'avoue que c'est un travail qu'il faut que je fasse sur moi-même pour réussir à plus être affecté personnellement entre guillemets et mettre le travail. Tu te dis bon, c'est le travail et c'est bon. J'ai encore du mal à faire ça, mais il n'empêche que si tu veux, bon là si on fait un peu de philosophie, je pense que je me complais dans le fait d'être sous l'eau, tu vois. Ok. Et le fait de gérer des merdes, alors je sais pas comment sortir ce truc-là, mais en tout cas, quand il m'arrive tout ça en 2023 là, si tu veux, je me dis juste en fait, il y a des trucs qui se font pas, d'autres qui sont en train de se faire. Je vois passer devant de compagnie, je discute avec les fondateurs de Devant compagnie. J'ai des opérations de marchand de biens qui tournent. Je continue à faire des visites, à faire des offres sur les marchands de biens. Euh, je continue avec des e-commerce que j'avais lancés avant, euh, qui continuent à vivoter un petit peu. Si tu veux, j'ai toujours un truc auquel me raccrocher. J'ai pas non Ok. plus. Alors c'est peut-être ça qui, ça c'est marrant parce que je m'étais jamais posé vraiment la question, mais peut-être c'est le fait d'avoir déjà plusieurs activités qui fait que je me retrouve pas. Alors bien sûr c'était dur, bien sûr c'était Oui. franchement c'était chaud hein. T'es déjà parce que t'es papa de gamins, tu les vois un peu moins. Enfin tu les vois un peu moins au tout début, je les voyais qu'un week-end sur deux, etc.
Maintenant, je suis en garde alternée complète, mais au début, il était tout petit, donc c'était compliqué de faire une vraie garde alternée. Euh, tu, euh, tu vois un peu moins tes gamins. Émotionnellement, tu passes de plusieurs années de vie commune à tout seul dans ton coin, tes boîtes à gérer, avec des gens sur qui tu t'appuies, qui te permettent d'aller plus loin et d'envisager un avenir avec plein de projets. Quand j'ai le décès d'Alexandre qui arrive, putain, ça fait un coup, quoi, tu vois. Mm. Mais euh, et d'une, ça je m'en rends compte peut-être maintenant en discutant là, c'est le fait d'avoir d'autres projets à côté. En fait, de toute façon, t'as pas le choix. J'ai des opérations de marchand de biens qui tournent, j'ai des clients que j'accompagne en investissement locatif, j'ai des boîtes que je suis en train de racheter, d'autres que je suis en train de vendre. Tu veux, ok, bah tu as le décès qui arrive, tu pleures un coup et puis en fait le lendemain t'as à Faut nouveau avancer, des ouais. trucs qui font que tu dois de toute façon garder la tête en dehors de l'eau, quoi. Donc ça m'a certainement permis de pas me retrouver sans rien, complètement à poil et d'être dans une situation où potentiellement tu peux après effectivement sombrer dans une mini dépression, un truc comme ça. Donc il y a ça. Les gamins, ça aide aussi. Hein. Franchement, là à l'époque, je les vois pas une semaine sur deux, mais on essaie de trouver un rythme un petit peu où je peux les voir d'être à peu près à mi-temps. Enfin bref, c'est d'évoluer un petit peu. Mais quand tu vois tes gamins, le gamin il a 1 an, il a 4 ans. Tu veux, les gamins, ils veulent juste jouer avec toi. Ils voient potentiellement que t'es triste, mais ils sont là. Et puis ça t'apporte énormément de bonheur et des choses comme ça. Donc ça certainement que ça a aidé aussi. Et puis après il y a eu aussi la phase où euh, où j'ai voulu et ça m'arrive toujours d'ailleurs. C'est là où il faut essayer de pas pleurer, mais ça m'arrive toujours tu sais, de me dire bah tu sais je le fais pour aussi pour honorer la mémoire d'Alexandre et je fais un truc, tu vois. Enfin, on avait eu le sujet Le au séminaire, séminaire, ouais. mais ouais, tu vois, là aujourd'hui je regarde encore pour reprendre faire de la reprise d'entreprise, reprendre des boîtes de BTP, etc. Et à chaque fois c'est bah je le fais aussi pour lui montrer que je peux le faire aussi quand même, tu vois. Donc après il y a ça aussi qui me qui me booste un petit peu et qui voilà, qui fait que au moment où il y a cette épreuve là, et ben j'arrive à sortir un petit peu d'une situation où potentiellement oui j'aurais pu pas mal tourner, mais tu vois ça aurait pu Oui, tu bah, peux te dire bon tout bah lâcher et puis en fait, tu peux te dire bah voilà bah je vais retoquer à la porte d'Air Liquide ou je vais refaire un job qui me plaît pas ou je vais en avoir rien à cirer et voilà quoi, tu vois. OK. Typiquement, je dis ça, c'est peut-être le pire truc qui peut m'arriver, c'est de repartir salarié. C'est pas la dépression ou le fait d'être sous les ponts, c'est de redevenir salarié, tu vois. OK. Non, bah, en tout cas, merci pour ton partage. Je sais que c'était un sujet qui était pas facile à aborder, mais en tout cas, je pense que ça pourra en motiver plus d'un. J'en suis même certain. J'espère. J'en suis même certain. Et pour, on va dire, terminer le podcast, j'ai encore trois, quatre petites questions que je pose aussi à chaque invité. Euh, voilà, tes passions, tes hobbies. Est-ce que tu lis aussi? Et si oui, est-ce que tu as un livre à conseiller? Alors, mes passions, au final, j'en ai quand même quelques-unes. Moi, je suis passionné de musique. Je faisais surtout de musique électronique. Donc, j'ai fait de la musique. Enfin, j'ai été DJ techno. J'aime Ok, bien la musique techno qui tape un peu, tu vois. ok, Peu, un peu underground. Alors maintenant, c'est devenu un courant euh, qui est devenu très mainstream, mais bon, bref. La musique, techno, rap, et puis ouverture sur d'autres styles musicaux qui, quand tu vieillis un petit peu, tu commences aussi à t'ouvrir sur d'autres choses et notamment la musique classique, comme vous disiez tout à l'heure au début avec Sofiane Pamar qui jette un peu un pavé dans la mare dans ce genre de milieu. Donc musique, j'aime beaucoup alors j'allais dire les fringues, mais plus spécialement les chaussures. ok. J'ai une belle collection de chaussures et j'aime bien les trucs un peu extravagants ou en tout cas, tu vois, qui sortent un peu de l'ordinaire. D'accord. Donc voilà, en passion, je dirais ça. Et après, tu vois, je m'intéresse aussi à l'art un petit peu. Il y a des choses voilà qui résonnent un petit peu en moi sur la partie artistique. Donc voilà. Et j'ai toujours
des projets dans la tête sur cette partie-là, que ce soit dans la musique ou dans l'art ou dans les fringues d'ailleurs. Donc ça fait partie c'est des choses où je me dis si un jour j'ai du temps à consacrer à encore d'autres activités, ouais, je suis capable de monter un projet artistique ou un projet musical. Je pense que ça se fera de toute façon parce que ça trotte dans ma tête depuis tout le temps, quoi. Oui, après je lis, bah oui, je lis et énormément. J'ai toujours aimé lire. Quand j'étais petit, je me souviens vraiment de poncer la bibliothèque quand j'étais même en primaire et tout, tu vois. Je lisais beaucoup de BD, j'ai lu beaucoup de livres, d'autres livres assez tôt. Après tu fais tes études, etc. Là, tu vois, lycée, prépa, machin. Bon là, t'as un peu autre chose à foutre que lire. Mais après, je me suis vachement remis avec tous les livres sur l'entrepreneuriat, toutes les biographies, et je relis de la fiction depuis quelques années aussi. Ok. Je prends plaisir un peu à lire de la fiction. Et sur des livres, tu vois, là, je suis en train de lire. Alors, là, celui que je suis en train de lire, c'est l'Almanach de Nabil Ravikant, qui est un gros investisseur américain. Et en fait, ce bouquin-là, c'est juste un recueil. C'est un mec qui a fait un recueil de plein de trucs qu'il a dit, soit sur Twitter, soit dans des interviews, etc. Et le livre est juste franchement trop bien. C'est un de mes meilleurs potes qui me l'a offert. Ok. Et, euh, et franchement, il est trop bien. Enfin, franchement, et ça se lit en plus, tu vois, c'est pas un truc où il faut suivre et que ça. Donc tu lis chapitre par chapitre ou page par page. Et c'est que des punchlines, quoi, en fait, le truc, tu vois. Trop bien. Que le punchline, et vraiment, il est pas mal. Alors, c'est une vision très particulière de l'investissement, etc. Hein. C'est le mec, c'est un Américain. Il fait de l'investissement. Il fait pas de trucs où, tu vois, lui, il prône le fait de dire, en fait, il faut être propriétaire d'actifs, notamment des actifs numériques, parce que c'est ça qui va révolutionner les trucs. Il parle du temps investi euh, sur chaque projet, etc. Enfin bref, super intéressant. Vraiment, c'est celui que je suis en train de lire, donc c'est pour ça que j'en parle. Après, il y a un livre que moi j'ai beaucoup aimé, euh, qui est le livre un des livres de Bernard Tapie, donc Gagner de Ah, Bernard Tapie. je l'ai lui. Franchement, Il est trop bien. et franchement, si je pouvais, alors il est dur à avoir, à trouver. Je Sur peux le trouver que Vinted. d'occasion, etc. Ouais, Vinted ou Le voilà. Bon Moi, je l'ai Coin. trouvé sur Vinted ou sur Momox, je sais plus. Bon, bref. Euh, mais toi, si je pouvais, celui-là, si tu peux le trouver facilement, genre pour 20 balles, je pense que c'est le livre que j'offrirais, tu vois, à plein de gens. Franchement, il est incroyable ce livre. Oui, Tu lis j'ai le bouquin, adoré. je sais plus combien de dizaines d'années ça date, mais tu lis le bouquin, t'as l'impression d'être maintenant. Avec quand il parle des politiques, il parle du système, il parle du machin, t'as l'impression d'être maintenant. En fait, t'as les mêmes problèmes et c'est hyper d'actualité malgré le fait que ça a été écrit il y a je sais pas combien de temps. Bah, c'est Et puis le dans les mec, années 80, oui, je crois, il me semble. ouais, 80 ou... ouais, bah c'est quand nous on était gamins, quoi. Mm. Euh, Mais en fait, et puis le mec est juste complètement il est allumé, quoi, en fait. Bah, Enfin, il est allumé refait, dans le bon sens du terme, quoi. il refait un Il- historique de son enfance en plus, donc il ouais, explique le exact. contexte, Ah ouais. etc. et un petit peu où est-ce qu'il en est Non mais arrivé, et c'est incroyable. c'est juste incroyable. Et là, tu vois, là, le mec a de l'ambition, tu vois. Ouais. Par exemple. Quand tu vois tout ce qu'il fait, peut-être il s'est brûlé les ailes, mais en tout cas, il est incroyable. Donc ce livre va vraiment bien. Et en plus, il se lit assez facilement. Oui, il est J'ai court. trouvé, ouais, vraiment bien. Et après, un qui m'a bien marqué aussi, que j'ai bien aimé et que je pourrais conseiller, même si il est peut-être un peu plus difficile d'accès, c'est La Grève de Ayn Rand. Ah, Tony en a déjà parlé, Tu ouais. sais, Tony en parle énormément. C'est grâce à Ouais. lui que d'ailleurs que j'ai fini par l'acheter, parce qu'il en a parlé plusieurs fois. Il dit allez, je vais y aller. Et franchement, alors c'est un roman, hein. Enfin c'est une fiction. Et comme ça, le bouquin, c'est écrit tout petit. Voilà, ça pique un peu quand tu commences à lire. Et en fait, c'est bon, super intéressant. L'idée de base du livre, elle est juste trop bien. Et en plus, moi, ça fait écho parce que je suis persuadé que effectivement c'est vrai et qu'en gros, le truc, c'est dans un monde où les entrepreneurs ils se barrent tous, quoi. Bah Mm. forcément, ça marche pas, quoi. Bon, alors après, quand tu lis entre les lignes, c'est aussi complètement une critique du communisme et machin. Mais bon, c'est un bouquin américain, quoi, tu vois. C'est ça. Un truc. Mais très bien fait, très prenant. Et c'est vrai que ça m'a un peu marqué au niveau fiction. C'est un livre qui est, je pense, très intéressant. Voilà pour les bouquins. Ok, bah écoute, je te remercie. Avant-dernière question. Je demande généralement en fait à l'invité s'il investit ailleurs qu'en immobilier.
Alors toi ailleurs, on va dire que voilà, que ton marchand, que à l'époque le locatif. Je demande aussi si on investit sur soi. Alors toi, tu l'as dit tout au long du podcast, mais que tu voilà, bah déjà tu participes à des séminaires, tu participes à des soirées IMO, des formations, etc. Donc juste, on va dire, en dehors de la partie IMO, est-ce que tu investis ailleurs? Voilà, tout simplement. Ouais, assez rapidement, un peu de bourse, Ok, un peu de crypto et puis voilà quoi. ok. Il y a un moment où je m'intéressais vachement à la crypto, mais bon, au final, soit t'es à fond dedans et t'arrives à faire des trucs, soit t'es à moitié dedans et c'est une connerie parce qu'en fait tu perds de l'argent, donc autant le faire de manière passive entre guillemets quoi. Donc là, tu vois, je suis exposé à, j'ai un portefeuille qui est beaucoup trop de lignes, ça sert à rien, mais c'est pas grave. Enfin, j'attends juste qu'un jour ça pète et puis voilà quoi. Profiter de la montée et puis c'est tout. Donc crypto, bourse pareil, hein. ETF, non? Bourse pareil. Ou Ouais, ETF, ouais. ok. Ouais. ETF, bah après j'ai toujours mes actions de Share Liquide, je les garde bien précieusement celles-là. Tu m'étonnes. Mais à l'époque en plus j'avais aucune idée. Tu vois le truc, tu fais juste, il y a des ouvertures de capitaux ouverts aux entreprises, Aux salariés. aux salariés. J'avais mis à chaque fois le minimum pour avoir toutes les actions gratuites que je pouvais avoir et puis terminé quoi, tu vois. Mais sauf que maintenant tu dis ouais c'était pas c'était pas si déconnant que ça le truc. Et si j'avais su en plus, si j'avais su, T'aurais j'aurais chargé. j'aurais chargé encore plus ouais. Mais du Tu coup ouais m'étonnes. oui après je suis exposé un peu en bourse mais du coup maintenant là c'est acté, je pense que je vais faire que du passif là-dessus quoi, tu vois, il y a pas de à un moment donné tu sais tu forcément tu tombes toujours dans des trucs de trading, de machin, tu t'intéresses au truc mais bon, je préfère mettre mon énergie sur les trucs qui me plaisent un petit peu plus quoi, genre l'IMO quoi. Voilà. Mais du Ok. coup ouais investi mais très très passif et puis un peu de crowdfunding quoi. Un Un peu de peu de crowdfunding. crowdfunding Ok. et typiquement c'est une stratégie que quand j'ai du capital à placer que je garde dans un coin de la tête en disant il vaut mieux placer là et faire plein de projets, tu vois. Donc ouais, il y a un petit peu la première brique notamment, tu vois, un petit peu quelques projets là-dessus. Ok. Bah écoute, je te remercie. Et dernière question du podcast. Pour toi, réussir sa vie, c'est quoi? Alors, moi, je pense que j'aurais réussi ma vie le jour où j'ai été une somme conséquente qui tombe tous les mois sans que tu grignotes ton capital. Tu vois, Ok. donc en intérêt quoi, en intérêt tout bêtement. Et bon, une somme conséquente, c'est pas 10 000, 20 000, 30 000. Je crois que sur le truc vraiment, j'ai écrit le truc. C'était Laurent Boutillier, je sais pas, tu vois que c'est Oui. Laurent Boutillier, qui est dans une présentation qui disait, moi je veux, il a dit mon objectif c'est d'avoir, je sais plus combien, 100 000 ou je sais pas quoi par mois ou 20 000 par mois qui tombent. Moi je crois que j'ai fait un peu, et puis il a dit je l'ai marqué à un endroit et puis je veux atteindre ça quoi. Et moi je me suis marqué un endroit, je crois que j'ai dû marquer un truc genre 50 000 par mois qui tombe, tu vois. Un truc aberrant qui arrivera peut-être jamais, mais à partir du moment, moi je dis à partir du moment où t'as 10 000, 20 000 qui tombent, que t'as 50 ans, que t'as 10 000, 20 000 qui tombent sans toucher au capital, bah là je pense que t'as réussi ta vie parce que derrière ce que je me dis c'est pas juste une histoire d'argent, c'est une histoire de dire en fait t'es tranquille, tu peux te consacrer à des trucs qui te font vraiment plaisir même si ça rapporte pas d'argent, tu vois. Demain tu veux avoir une ferme, tu peux avoir une ferme même si ça rapporte pas d'argent. Tu veux être DJ et mixer dans les soirées techno alors que ça rapporte pas d'argent, sauf si t'es hyper connu, bah tu peux le faire parce qu'en fait t'en fous, Tu t'as pas besoin kiffes, ouais. d'argent. Et puis faire plaisir aux gens sans, tu vois, faire plaisir aux gens qui t'entourent sans que ça te coûte entre guillemets sans compter quoi, tu vois, tes enfants, tes machins, voilà. Moi c'est juste ça en fait. Là je me dis, j'ai réussi le jour où tu sais, t'emmènes tes enfants à Disney, tu dis pas putain c'est un sacré budget, il va falloir que je bosse pendant 3 mois après pour rattraper le trou quoi. Et ça je me dis, et pareil pour voilà, je sais pas, mes parents, un truc, quelqu'un qui kiffe les voitures, tu peux lui offrir une voiture, ça c'est trop bien. Quelqu'un qui veut voyager dans ton entourage, qui veut voyager je sais pas où, qui a jamais pu aller aux États-Unis, qui rêve d'aller aux États-Unis, tu peux lui payer un billet d'avion et que toi ça te fait Ça te rien. pénalise pas, ouais. Bah voilà, tu vois, je me dis vraiment pour moi ça serait ça. Ça serait ça, avoir réussi ma vie. Ok. C'est ouais, c'est avoir de l'argent, mais en fait pas pour juste dire j'ai de l'argent, mais en fait pour ne pas avoir à compter, faire plaisir aux gens qui Ouais, t'entourent et ouais, ouais. ok, Bah non, mais après, c'est avoir de l'argent, pas avoir de l'argent, ça, hein. exactement. Mais c'est d'être sécurisé avec une somme qui tombe et qui te permet de vivre tout ce que tu as à vivre sans te dire, parce qu'en fait, si tu connais ton capital, tu te dis juste,
Bah là, si je continue comme ça, dans 10 ans, j'ai plus rien. Ouais, du coup, si tu vis 20 ans, bah, t'as tes 10 dernières années, t'es foutu, quoi. C'est ça. Mais voilà, ouais, c'est ça la réponse, je pense, que je peux donner aujourd'hui. Ok. Bon, bah écoute, Olivier, je te remercie pour ton partage. C'était top. Bah, merci à toi, Romain. Franchement, c'était excellent. C'était un plaisir de discuter de tout ça, avec toi et j'espère qu'on aura l'occasion de rediscuter en vrai déjà, qu'on se reverra en Oui, vrai et puis même derrière un micro avec grand plaisir. avec plaisir. J'espère que l'épisode du jour vous a plu. Merci encore pour votre écoute. Je compte vraiment sur vous pour aller mettre une note 5 étoiles et un petit commentaire. Et on se retrouve dans 15 jours pour le prochain épisode. Salut!